Tu n'as pas notre sang. Mon frère n'est pas ton père, a dit ma belle-sœur à ma fille de 7 ans. Je m'appelle Nathalie et j'ai 32 ans. Il y a 3 heures, ma belle-sœur a regardé ma fille de 7 ans droit dans les yeux et lui a dit qu'elle n'avait pas sa place dans notre famille parce qu'elle ne partageait pas notre sang. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis, mon mari a fait quelque chose qui a tout changé. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre ville ou pays dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous vous êtes déjà senti comme un étranger dans votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. Mais laissez-moi revenir en arrière et vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Parce que cette histoire commence bien avant le désastre du dîner de ce soir. Elle commence avec la perte, l'amour, et une petite fille qui est devenue le centre de mon monde alors que je pensais que mon monde s'était effondré. Il y a 5 ans, j'avais 27 ans et je préparais un mariage qui n'aurait jamais lieu. David et moi étions ensemble depuis l'université, une de ces relations stables que tout le monde supposait aboutir au mariage et à la maison avec une clôture blanche. Nous venions d'emménager ensemble, et j'espérais secrètement qu'il me demanderait bientôt en mariage. C'est alors que j'ai découvert que j'étais enceinte. Je me souviens de ce test positif dans notre minuscule salle de bain, les mains tremblantes d'excitation et de terreur. Quand David est rentré de son travail dans la construction ce soir-là, couvert de sueur de bois et souriant, j'ai pratiquement bondi du canapé. J'ai une nouvelle, ai-je dit, à peine capable de me contenir. Son visage s'est illuminé. Bonne ou mauvaise nouvelle? Ça dépend de ton point de vue, ai-je répondu en lui tendant le test. Le sourire n'a jamais quitté son visage, il n'a fait que grandir. Il m'a soulevé et m'a fait tourner dans notre salon exigu, riant tous les deux comme des enfants. On va avoir un bébé, n'arrêtait-il pas de répéter, comme s'il n'arrivait pas à y croire. On va vraiment avoir un bébé. 3 semaines plus tard, David se rendait à la quincaillerie pour acheter de la peinture pour la chambre de bébé que nous avions commencé à planifier. Le semi-remorque a grillé un feu rouge à près de 100 km/h. Le policier qui est venu à ma porte m'a dit qu'il était mort sur le coup. Il n'a jamais su ce qui l'avait frappé. Une maigre consolation, je suppose, mais cela signifiait aussi qu'il n'a jamais su que notre bébé aurait ses cheveux noirs et son menton têtu. Il n'a jamais su qu'elle rirait comme lui, de tout son corps. Le deuil pendant la grossesse est un enfer d'un genre bien particulier. On fait grandir la vie tout en faisant face à la mort. Le corps change, se prépare à la joie tandis que le cœur se brise. J'allais seule à chaque rendez-vous prénatal, regardant les autres couples se tenir la main pendant les échographies, tandis que je m'agrippais seule à l'accoudoir de la table d'examen. Ma mère a essayé d'aider, mais elle vivait à 8 heures de route et avait ses propres problèmes de santé. Les parents de David m'ont en quelque sorte blâmé, comme si ma grossesse l'avait distrait et conduit à cette intersection. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec moi ni avec leur petite fille. C'est leur droit. J'ai cessé d'essayer de les inclure après qu'ils m'ont raccroché au nez quand je les ai appelés pour leur annoncer la naissance d'Émilie. Émilie. Je l'ai nommée d'après la grand-mère de David, la seule personne de sa famille qui m'ait jamais montré une véritable gentillesse. Elle aurait adoré cette petite fille aux yeux vifs et au sourire facile. Ses premiers mois ont été brutaux. On ne réalise pas combien de tâches simples nécessitent 2 personnes jusqu'à ce qu'on fasse tout seul. Tenir un bébé qui hurle tout en essayant de stériliser des biberons. Faire les courses avec un siège auto plus lourd que le bébé. Essayer de travailler pendant sa sieste, en espérant qu'elle dormirait assez longtemps pour que je puisse terminer une seule tâche. Mais Émilie et moi, nous avons trouvé notre rythme ensemble. Nous avions nos routines, nos petites blagues, nos moments de calme où c'était juste nous contre le monde. Je travaillais en marketing freelance depuis la maison, ce qui payait les factures mais n'offrait pas beaucoup d'interactions sociales. La plupart du temps, Émilie était la seule personne à qui je parlais, et elle n'était pas encore très bavarde. Quand Émilie a eu 1 an, j'ai décidé que nous avions besoin de plus de gens dans nos vies. Pas de romance, je n'étais pas encore prête pour ça, mais de l'amitié, une communauté, quelque chose au-delà des 4 murs de notre appartement. J'ai commencé à l'emmener régulièrement au parc, dans l'espoir de rencontrer d'autres parents. C'est là que j'ai rencontré Sarah, une mère célibataire avec un fils de l'âge d'Émilie. Nous avons sympathisé grâce à l'épuisement partagé de la parentalité solo.
Tu devrais venir au centre communautaire, m'a dit Sarah un après-midi pendant que nos enfants jouaient dans le bac à sable. Ils ont un groupe de soutien pour jeunes parents. Rien de lourd, juste du café et de la conversation pendant que les enfants jouent. Le centre communautaire ressemblait à tous les centres communautaires jamais construits. Lumière fluorescente, affiches de motivation, cette odeur de produits de nettoyage pour le sol et d'espoir. Le groupe de soutien se réunissait dans une pièce avec un cercle de chaises dépareillées et un coin rempli de jouets qui avaient connu des jours meilleurs. C'est là que j'ai vu Caleb pour la première fois. Il était assis de l'autre côté du cercle, faisant rebondir un bambin sur son genou tout en écoutant un autre parent parler des catastrophes de l'apprentissage de la propreté. Le petit garçon avait les cheveux blonds cendrés de Caleb et les mêmes yeux verts. Mais quelque chose dans leur interaction semblait différent des autres duos parents-enfants dans la pièce. Après la réunion, alors que je luttais pour enfiler sa veste à Emily, le petit garçon s'est approché en titubant et lui a tendu un camion jouet. Emily, qui traversait une phase où elle rejetait la plupart des avances sociales, a souri et a dit « Merci » de sa voix la plus claire à ce jour. « C'est un progrès », a dit Caleb en s'approchant avec ce sourire facile. Mason est généralement assez possessif avec ses camions. Emily est généralement assez méfiante envers les nouvelles personnes, ai-je admis. De bons instincts, en fait. Nous sommes restés là à regarder nos enfants interagir avec l'attention prudente des parents qui ont appris que la dynamique d'une aire de jeu peut passer du pacifique au chaotique en quelques secondes. Mason bavardait avec Emily avec cette ferveur propre aux tout-petits, pointant différents jouets et expliquant apparemment leurs diverses fonctions. « Votre fils est un sacré vendeur, ai-je dit. »« Mon neveu, en fait, a corrigé Caleb. Je le garde pendant que ma sœur travaille. C'est notre routine depuis environ 6 mois. » Je l'ai regardé de plus près. La trentaine bien entamée, des rides du sourire autour de ses yeux verts, portant un t-shirt qui avait certainement connu des jours meilleurs, mais qui était propre. Il y avait quelque chose de solide en lui. Stable, d'une manière qui me rappelait David, mais sans la comparaison douloureuse qui accompagnait habituellement de telles pensées. « C'est vraiment gentil de votre part, ai-je dit. Tout le monde n'assumerait pas une telle responsabilité. » Il a haussé les épaules. Mason est facile. En plus, ma sœur avait besoin d'aide et j'avais besoin de quelque chose à faire de mes après-midi. Gagnant-gagnant. Nous avons fini par marcher ensemble jusqu'au parking, tous les deux avançant au rythme glaciaire requis lorsqu'on accompagne des enfants d'1 an. Emily avait apparemment décidé que Mason était une compagnie acceptable et se retournait sans cesse pour s'assurer qu'il nous suivait toujours. Même heure la semaine prochaine, a demandé Caleb alors que nous atteignions ma voiture. Probablement, ai-je dit, puis j'ai ajouté avec plus de certitude, oui, certainement. Il a souri. Super. Mason sera déçu si Emily ne vient pas. Il est déjà en train de planifier quel jouet lui apporter. Je suis rentrée à la maison avec Emily qui babillait dans son siège auto, disant de temps en temps, Mason, avec le même ton qu'elle réservait habituellement à gâteau ou parc. Ça avait été une bonne journée. Normale, même. J'avais oublié à quel point la normalité pouvait être agréable. La semaine suivante, je me suis surprise à choisir ma tenue plus soigneusement que d'habitude. Rien de spectaculaire, juste un jean propre au lieu de celui taché de peinture, une chemise qui n'avait pas de taches mystérieuses sur l'épaule. Vous savez, l'entretien de base qui était devenu optionnel lorsque votre principal compagnon était un bambin. Caleb était déjà là quand nous sommes arrivés, Mason jouant avec des blocs dans le coin. Il nous a fait signe de venir et j'ai remarqué qu'il avait fait la même mise à niveau vestimentaire que moi. Emily, a crié Mason, brandissant un bloc comme si c'était la chose la plus excitante du monde. Nous sommes tombés dans une routine facile au cours des semaines suivantes. Le groupe de soutien est devenu moins une question de conseils parentaux et plus une question de conversation confortable qui avait lieu avant et après les réunions. Caleb nous gardait des places. J'apportais des collations supplémentaires qu'Emily partageait inévitablement avec Mason. J'ai appris qu'il était un entrepreneur spécialisé dans la rénovation de cuisine. Qu'il était revenu en vie il y a 3 ans pour aider ses parents vieillissants. Que sa sœur, Jessica, cumulait 2 emplois pour terminer ses études d'infirmière. Il a appris que j'étais seule avec Emily depuis sa naissance,
que je travaillais dans le marketing, que les conversations d'adultes me manquaient. Tu es doué avec elle, m'a-t-il dit un après-midi, me regardant négocier un différend sur un jouet entre Émilie et un autre enfant avec une précision diplomatique. Patiente mais ferme. Ce n'est pas un équilibre facile à trouver. Certains jours, j'ai l'impression d'improviser complètement, ai-je admis. Comme s'il devait y avoir un manuel pour ça et que j'avais manqué le jour où il les distribuait. S'il y avait un manuel, la moitié des choses ne s'appliqueraient de toute façon pas, a-t-il dit. Les enfants ne lisent pas les instructions. J'ai ri et j'ai réalisé que c'était la première fois que je riais du stress de la parentalité au lieu de simplement le subir. Sa perspective rendait les défis quotidiens gérables plutôt qu'écrasantes. Après 6 semaines de réunions de groupe, Caleb a demandé si Émilie et moi voulions nous joindre à lui et Mason pour déjeuner après la prochaine session. Rien d'extraordinaire, a-t-il dit rapidement. Il y a un dîner au bout de la rue avec un menu pour enfants et des crayons de couleur. Mason adore leur grillé cheese. J'ai dit oui avant de pouvoir trop réfléchir. Émilie aussi adorait les grillés cheese. Le dîner était exactement comme annoncé, banquette en vinyle rouge, un jukebox qui n'avait probablement pas été mis à jour depuis 1985, et des crayons de couleur qui avaient été utilisés par environ 3000 enfants précédents. Émilie et Mason ont immédiatement réclamé une boîte de crayons et ont commencé à créer ce que j'ai généreusement appelé de l'art abstrait sur leur set de table en papier. C'est agréable, ai-je dit, et je le pensais. Oui, ça l'est. Caleb a regardé autour du dîner avec satisfaction. Je venais ici avec mon père quand j'avais l'âge de Mason. Dans cette même banquette, en fait. Certaines choses ne changent jamais. Nous avons parlé de tout et de rien. Du travail, du temps, des choses drôles que nos enfants avaient dites, des endroits où nous avions voyagé ou voulions voyager. Une conversation facile qui coulait sans effort, ponctuée par la nécessité occasionnelle d'empêcher Émilie de manger ses crayons ou d'aider Mason à atteindre son lait. Quand Émilie a commencé à devenir grognon, signalant l'approche de l'heure de la sieste, j'ai commencé à rassembler nos affaires. Même heure la semaine prochaine, a demandé Caleb, faisant écho à la question qui était devenue notre rituel hebdomadaire. En fait, ai-je dit, me surprenant par mon audace, est-ce que vous et Mason voudriez venir au parc près de mon appartement samedi matin? Émilie adore les balançoires là-bas. Son sourire valait le risque. On adorerait ça. Alors que j'attachais Émilie dans son siège auto, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Je n'attendais pas seulement avec impatience la réunion du groupe de soutien de la semaine prochaine. J'attendais avec impatience samedi, de passer du temps avec Caleb qui n'avait rien à voir avec des conseils parentaux ou le café du centre communautaire. Pour la première fois depuis la mort de David, je m'intéressais à quelqu'un. Pas seulement reconnaissante pour une conversation d'adulte ou appréciant l'aide avec Émilie, mais véritablement intéressée à mieux connaître quelqu'un. L'idée aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle ressemblait à de l'espoir. Samedi matin est arrivé avec ce genre de temps d'automne frais qui donne envie de passer toute la journée dehors. Émilie s'est réveillée d'une humeur inhabituellement bonne, bavardant à propos de jouer avec Mason pendant que je changeais sa couche et que je l'habillais de la petite salopette qu'elle aimait parce qu'elle avait des poches. Le parc n'était qu'à 10 minutes à pied de notre appartement, mais j'y étais allée assez souvent pour savoir quels équipements de jeu étaient adaptés à son âge et lesquels entraîneraient des genoux éraflés ou pire. Émilie a filé droit vers les balançoires dès qu'elle les a aperçus. Aussi prévisible que le lever du soleil, Caleb et Mason sont arrivés 5 minutes après nous. Mason a immédiatement couru vers Émilie avec la détermination concentrée que les tout-petits apportent aux missions sociales importantes. Caleb portait un thermos et une veste qui faisaient ressortir le vert de ses yeux. Non pas que je remarquais ce genre de choses. Café, a-t-il offert en brandissant le thermos. Je me suis dit que les bancs de parc public et la caféine allaient de pair. Tu es officiellement ma personne préférée, ai-je dit en acceptant la tasse qu'il m'a versée. Le café était parfait, assez fort pour vraiment aider, pas trop chaud pour être bu immédiatement. Nous nous sommes installés sur un banc avec une vue dégagée sur les 2 enfants, qui avaient trouvé une parcelle de feuilles mortes et menaient une sorte d'expérience consistant à les jeter le plus haut possible et à rire quand elles retombaient en flottant. C'est leur idée de la science, ai-je observé. Une recherche importante, a convenu Caleb sérieusement. Le test de la gravité nécessite une méthodologie rigoureuse.
J'ai reniflé, le café manquant de sortir par mon nez. Tu ne viens pas de faire une blague de physique en regardant des tout petits jouets dans les feuilles. Si, absolument, et je ne le regrette pas, quelque chose dans son sourire a fait papillonner mon estomac d'une manière qui n'avait rien à voir avec la caféine. Quand est-ce que quelqu'un m'avait fait rire comme ça pour la dernière fois? Quand est-ce que je m'étais sentie attirante, intéressante, digne d'être draguée? Dis-moi quelque chose sur toi qui n'a rien à voir avec les enfants, ai-je dit impulsivement. Il a réfléchi sérieusement à la question, comme s'il s'agissait d'un problème philosophique complexe. Je construis des meubles dans mon garage. Pas professionnellement, juste pour le plaisir, je suppose. Des chaises surtout, parfois des tables. C'est étonnamment impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Je t'ai fait l'effet de quelqu'un qui ne sait pas construire de meubles? Non, pas du tout. J'ai fait un geste vague vers son apparence générale. Tu as l'air de quelqu'un qui construit des meubles. Compétent et pratique. Je voulais dire que c'est impressionnant que tu le fasses pour le plaisir, pas seulement parce que tu dois réparer quelque chose. Et toi, que fais-tu pour le plaisir qui n'a rien à voir avec les enfants? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée, puis je l'ai rouverte. Je regarde Netflix après qu'Emily est au lit. Je lis des blogs de marketing. Mon Dieu, c'est déprimant. J'avais des passe-temps avant. Quel genre de passe-temps? La photographie. J'étais plutôt douée à l'université. J'avais tout cet équipement, je passais mes week-ends à conduire à la recherche de clichés intéressants. Maintenant, je ne prends que des photos d'Emily et elles sont toutes floues parce qu'elles ne restent pas en place. Caleb a étudié mon visage avec le genre d'attention qui me rendait mal à l'aise de la meilleure des manières. Qu'est-ce qui t'a arrêté? La vie, je suppose. Difficile de poursuivre une vision artistique quand on est couverte de régurgitation de bébé et qu'on ne dort que 3 heures par nuit. Emily n'est plus un bébé. Il avait raison. Et j'ai réalisé que j'avais utilisé sa petite enfance comme excuse bien après qu'elle ait dépassé le stade qui rendait la photographie impossible. La peur, peut-être. La peur de ne plus être aussi bonne que je me le rappelais, ou que la personne qui aimait prendre des photos avait disparu avec tout le reste de mon ancienne vie. Peut-être que je devrais réessayer, ai-je dit, les mots semblants étrangers dans ma bouche. Tu devrais. J'aimerais voir ton travail un jour. Emily a choisi ce moment pour nous présenter sa collection de feuilles, chaque spécimen soigneusement sélectionné pour un maximum de craquants. Elle est montée sur mes genoux et a commencé à me montrer les qualités uniques de chaque feuille avec le sérieux d'un conservateur de musée. Celle-ci jaune, a-t-elle annoncé, brandissant une feuille d'érable qui était plus marron que jaune, mais assez proche pour une enfant de 2 ans. Magnifique, ai-je convenu. Et celle-ci? Nous avons passé 20 minutes à cataloguer des feuilles pendant que Mason montrait à Caleb sa collection de cailloux, qui avait apparemment des principes d'organisation très spécifiques qui n'avaient de sens que pour un esprit de bambin. Nous devrions probablement rentrer bientôt, ai-je dit finalement, notant les signes d'une crise imminente dans l'agitation croissante d'Emily. L'heure de la sieste approche. C'était vraiment sympa, a dit Caleb en aidant à ramasser les jouets éparpillés. On devrait refaire ça. Voudrais-tu venir dîner un de ces soirs cette semaine? L'invitation m'a échappé avant que je puisse y repenser. Rien d'extraordinaire. Probablement des pâtes et les légumes qu'Emily acceptera de manger, mais... J'adorerais ça. Son acceptation immédiate m'a prise au dépourvu. J'étais préparée à un refus poli ou à la nécessité de le convaincre qu'un dîner avec un bambin pouvait être agréable. Mercredi, ai-je suggéré, vers 18h. Parfait. Je peux apporter quelque chose? Juste toi et Mason. Évidemment, si ça ne dérange pas Jessica. Alors que nous retournions vers le parking, Emily tenant ma main et bavardant sur sa collection de feuilles, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, l'anticipation. Pas l'anticipation pratique de cocher des éléments d'une liste de choses à faire ou de survivre à une autre journée, mais l'anticipation chaleureuse et papillonneuse d'attendre quelque chose simplement parce que ce serait agréable. Mercredi ne pouvait pas arriver assez vite. Quand il est enfin arrivé, j'ai passé plus de temps à me préparer que je ne l'avais fait pour quoi que ce soit depuis des mois. Pas seulement à cuisiner, même si j'ai préparé un vrai repas au lieu de ma rotation habituelle d'aliments pratiques pour enfants.
Mais aussi à nettoyer, à mettre la table avec des assiettes assorties, et même à mettre des fleurs dans un vase. Émilie a aidé en organisant sa boîte à jouets, ce qui consistait principalement à tout sortir et à tout remettre dans un ordre différent. Mais elle était excitée que Mason vienne dîner et n'arrêtait pas de demander quand il arriverait. Caleb a frappé à notre porte à 18h précises, portant une bouteille de vin et une chemise que je soupçonnais être réservée aux occasions spéciales. Mason avait un petit sac à dos qui, je l'ai supposé, contenait des fournitures de divertissement d'urgence, le genre de préparation qui marque un gardien expérimenté. Ça sent incroyablement bon, a dit Caleb en me suivant dans la cuisine. Pain à l'ail et optimisme, ai-je dit. Les pâtes cuisent encore, mais Émilie a insisté pour goûter la sauce environ 14 fois, donc je suis sûre qu'elle répond aux normes d'approbation des tout-petits. Le dîner s'est déroulé étonnamment bien. Émilie et Mason se sont divertis avec un jeu complexe consistant à se passer des crayons de couleur en faisant des effets sonores de plus en plus élaborés. Les adultes ont réussi à avoir une conversation réelle entre leurs fonctions d'arbitre. C'est vraiment bon, a dit Caleb, en roulant des pâtes autour de sa fourchette avec le geste expert de quelqu'un qui a mangé de nombreux repas tout en gérant un petit enfant. Quand tu as dit rien d'extraordinaire, je m'attendais à des hot dogs. Je garde les hot dogs pour les occasions spéciales, ai-je dit sèchement. Comme quand j'ai complètement abandonné la vie. Il a ri et j'ai ressenti à nouveau ce papillonnement. Quand est-ce que j'avais fait rire quelqu'un exprès pour la dernière fois? Quand est-ce que j'avais eu envie de le faire? Après le dîner, nous sommes passés au salon pendant que les enfants jouaient avec les jouets d'Émilie. Caleb a aidé à nettoyer sans qu'on le lui demande, naviguant dans ma cuisine comme s'il y était déjà venu. Facile, confortable, naturel. Merci pour ça, a-t-il dit alors que nous finissions de charger le lave-vaisselle. De nous avoir invités. Mason n'a pas beaucoup d'expérience familiale normale. Comment ça? Son expression est devenue plus sérieuse. Jessica fait de son mieux, mais cumuler 2 emplois et les études ne laisse pas beaucoup de temps pour les dîners. Mason passe la plupart de ses soirées avec des baby-sittés ou à la garderie. Ce genre de choses, s'asseoir autour d'une table, des adultes qui parlent pendant que les enfants jouent à côté, c'est bon pour lui. J'ai regardé Émilie et Mason, qui avaient découvert la magie de construire des tours de blocs spécifiquement dans le but de les renverser. C'est bon pour Émilie aussi. Et pour moi, si je suis honnête. Seul, a-t-il demandé doucement. Parfois. Plus que parfois, en fait. On ne réalise pas à quel point on a besoin de conversations d'adultes jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Nous sommes restés là en silence confortable, regardant nos enfants détruire et reconstruire leurs créations architecturales avec le dévouement de minuscules experts en démolition. Nathalie, a dit Caleb, et quelque chose dans son ton m'a fait le regarder plus attentivement. Voudrais-tu qu'on sorte un de ces soirs, juste nous deux? Mon cœur s'est arrêté, puis a recommencé à battre 2 fois plus vite. Est-ce que tu me demandes un rendez-vous? Je te demande définitivement un rendez-vous. J'ai regardé Émilie, qui montrait à Mason comment faire un pont avec ses blocs, complètement absorbée par son projet d'ingénierie. Quand est-ce que j'avais eu un rendez-vous pour la dernière fois? Quand est-ce que j'avais eu envie d'avoir un rendez-vous? Oui, ai-je dit. J'aimerais beaucoup. Son sourire était si éclatant que j'ai dû résister à l'envie de me protéger les yeux. Samedi soir. Je connais un endroit. Notre premier rendez-vous officiel a eu lieu dans un petit restaurant italien du centre-ville qui avait le juste équilibre entre une atmosphère adulte et la compréhension que tous les convives n'étaient pas nécessairement des gastronomes sophistiqués. Caleb portait une chemise bleu marine qui rendait ses yeux encore plus verts. Et je portais la seule robe que je possédais qui n'avait pas été compromise par des taches liées à un bambin. Nous avons parlé pendant 3 heures. 3 vraies heures de conversation d'adultes ininterrompues, couvrant tout, des rêves de voyage aux embarras d'enfance, en passant par les livres que nous avions aimés et perdus de vue dans le chaos de la vie quotidienne. Quand le serveur s'est finalement approché avec l'addition, j'ai été surprise que le restaurant serve encore le dîner. J'avais l'impression que nous venions d'arriver. Je devrais rentrer, ai-je dit à contre-cœur, jetant un coup d'œil à ma montre. Émilie était chez Sarah pour la soirée, mais je ne voulais pas abuser de l'arrangement de babysitting. Bien sûr, a dit Caleb, se levant pour m'aider avec mon manteau dans un geste à la fois démodé et prévenant.
Bien que je doive admettre que je ne suis pas prêt à ce que ça se termine. Moi non plus. Sur le parking, il m'a raccompagné à ma voiture, les mains dans les poches comme un adolescent à son premier rendez-vous. La comparaison n'était pas entièrement inexacte. Je me sentais moi-même comme une adolescente, nerveuse et excitée, et complètement dépassée par la danse délicate d'une nouvelle romance. J'ai passé un très bon moment, ai-je dit en tripotant mes clés. Assez bon pour recommencer ? Absolument. Il s'est penché et m'a embrassé, doucement, brièvement, et parfaitement. Quand il s'est reculé, son sourire était tendre. Je t'appelle demain. Tu as intérêt. Je suis rentrée à la maison avec la radio à fond et les fenêtres entr'ouvertes, me sentant plus moi-même que je ne l'avais été depuis des années. Pas la version de moi-même mère célibataire épuisée. Pas la version veuve en deuil. Juste Nathalie, la personne que j'étais avant que la vie ne se complique, avec en plus une sagesse durement acquise et beaucoup plus d'appréciation pour les plaisirs simples. Le deuxième rendez-vous était un pique-nique dans le parc avec Émilie et Mason, car trouver une garde d'enfants pour 2 parents célibataires nécessitait le genre de planification avancée habituellement réservée aux opérations militaires. Le troisième rendez-vous était un café après la réunion du groupe de soutien, qui était passé de ressources parentales à excuses pour se voir chaque semaine. Au 4e rendez-vous, Émilie demandait quand Caleb et Mason reviendraient, et j'ai réalisé que nous étions passés de rencontres occasionnelles à quelque chose qui ressemblait à une relation. L'idée aurait dû me terrifier. Cela faisait 3 ans que David était mort, et je n'avais même pas regardé un autre homme avec intérêt. Au lieu de cela, cela semblait juste, d'une manière que je n'avais pas prévue. 6 mois plus tard, Caleb a demandé s'il pouvait garder des vêtements de rechange dans mon appartement. Pour des raisons pratiques, a-t-il expliqué, bien que son sourire suggère que les raisons n'étaient pas entièrement pratiques. Au cas où je serais appelé sur un projet d'urgence et que j'aurais besoin de vêtements propres. Rénovation de cuisine d'urgence, ai-je demandé, sceptique. On ne sait jamais quand quelqu'un pourrait avoir une crise de placard. Je lui ai vidé un tiroir le soir même. 1 an plus tard, il a évoqué la possibilité d'emménager ensemble. Nous préparions le petit déjeuner dans ma cuisine. Enfin, il préparait le petit déjeuner pendant que j'essayais de convaincre Émilie que les fruits étaient un aliment de petit déjeuner acceptable et non une attaque personnelle contre sa liberté, quand il a mentionné que son bail arrivait à échéance. Je pourrais trouver un endroit plus grand, a-t-il dit nonchalamment en retournant des pancakes avec le genre de compétence qui ne cessait de m'impressionner. 2 chambres, peut-être 3. De la place pour qu'Émilie ait son propre espace, pour que Mason vienne quand Jessica a besoin d'aide. Émilie a levé les yeux de sa destruction systématique d'une banane. Caleb habite ici. Est-ce que ça te plairait, lui ai-je demandé. Elle a réfléchi à cela avec le sérieux qu'elle apportait à toutes les décisions importantes. Caleb fait bon petit déjeuner. C'est vrai, ai-je convenu. Il fait de bons petits déjeuners. Et Mason vient aussi ? Parfois, a dit Caleb, quand il a besoin d'un endroit où rester. D'accord, a déclaré Émilie, retournant à sa banane, l'affaire étant réglée. J'ai regardé Caleb, qui me regardait avec l'expression prudente de quelqu'un qui essaie de ne pas paraître trop plein d'espoir. Tu es sûr de vouloir t'engager dans ce chaos ? Je vis dans ce chaos depuis plus d'1 an, a-t-il souligné. Je suis assez sûr de pouvoir gérer l'officialisation. Nous avons trouvé une maison de 3 chambres avec une grande cuisine et un jardin, parfait pour l'énergie inépuisable d'Émilie. Le jour du déménagement était un chaos contrôlé, avec Jessica et Sarah aidant à gérer les enfants et les cartons, tandis que Caleb et moi tentions de créer un système d'organisation qui nous permettrait de trouver les produits de première nécessité comme le café et le doudou préféré d'Émilie. Ça fait très domestique, a observé Jessica, regardant Caleb accrocher les dessins d'Émilie sur le réfrigérateur avec le même soin qu'il accorderait à une pièce de musée. C'est domestique, ai-je dit. Terriblement domestique. Bon terrifiant ou mauvais terrifiant ? J'ai regardé Émilie montrer à Mason où elle avait décidé que ses jouets devaient vivre quand ils venaient, et Caleb m'expliquant le fonctionnement de la nouvelle cafetière avec la patience de quelqu'un qui comprenait que la caféine était essentielle à mon fonctionnement matinal. Bon terrifiant, ai-je dit. Définitivement bon terrifiant. Au moment où Émilie a eu 4 ans, notre foyer avait trouvé son rythme. Caleb partait tôt au travail.
Je travaillais depuis le bureau à domicile que nous avions aménagé dans la 3e chambre, et Émilie allait à l'école maternelle 3 jours par semaine. Les soirées étaient consacrées au dîner ensemble, aux histoires du soir que les 2 adultes étaient autorisés à lire, et au chaos confortable d'une famille qui s'était choisie. C'est Jessica qui a abordé pour la première fois le sujet du mariage lors de l'un de nos cafés mensuels pendant que les enfants jouaient dans l'aire de jeu intérieur. Alors, c'est pour quand le mariage ? A-t-elle demandé sans préambule, en remuant du sucre dans son latte avec l'air désinvolte de quelqu'un qui discute des plans du week-end. Quel mariage ? Le vôtre et celui de Caleb. Vous vivez ensemble depuis presque 2 ans. Émilie l'appelle papa la moitié du temps. Vous vous comportez comme si vous étiez mariés depuis des décennies. Je pensais que vous attendiez juste le bon moment pour l'officialiser. Je n'avais pas pensé au mariage, ce qui était étrange vu la naturalité avec laquelle notre relation avait évolué. Nous avions franchi toutes les autres étapes sans discussion formelle, les rendez-vous, la rencontre des personnes importantes de l'autre, l'emménagement, devenir une unité familiale. Le mariage semblait être la prochaine étape logique, mais c'était aussi quelque chose qui nécessitait une conversation réelle plutôt qu'une progression supposée. Il t'en a parlé ? Jessica a souri. Il cherche des bagues depuis 3 mois. Apparemment, il veut quelque chose qui corresponde à ta personnalité pratique, mais pas si pratique que ça ressemble à une transaction commerciale. Mon cœur a fait quelque chose de compliqué. Il cherchait des bagues. Est-ce que j'ai gâché la surprise ? Il va me tuer. Non, tu n'as rien gâché. C'est juste que... Je n'y avais pas pensé. Mais tu veux l'épouser ? Ce n'était pas une question, mais j'y ai réfléchi quand même. Est-ce que je voulais épouser Caleb ? La réponse est venue facilement, sans doute ni hésitation. Oui, ai-je dit. Vraiment. 2 mois plus tard, Caleb a fait sa demande pendant l'histoire du soir d'Émilie, car apparemment, il me connaissait assez bien pour comprendre que je voudrais que notre fille fasse partie du moment plutôt qu'en être exclue. Il avait choisi un simple solitaire qui était exactement ce que j'aurais choisi pour moi si je m'étais jamais permis de penser à de telles choses. « Veux-tu nous épouser ?» a-t-il demandé à Émilie, qui était assise entre nous sur son lit, serrant son éléphant en peluche. Tous les 2, a-t-elle demandé, regardant de l'un à l'autre. Tous les 2, a-t-il confirmé. Nous sommes un lot. Émilie a réfléchi à cela avec son sérieux habituel. Est-ce que je pourrais porter une jolie robe ? La plus jolie robe que nous pourrons trouver, ai-je promis. Alors d'accord, a-t-elle déclaré. On se marie. Cette nuit-là, après qu'Émilie se soit endormie et que nous ayons annoncé la nouvelle à tout le monde, Caleb et moi étions assis dans notre cuisine à planifier un mariage qui serait petit, simple et tout ce que nous voulions. Es-tu nerveuse à l'idée de rencontrer ma famille ? A-t-il demandé, traçant des motifs sur le dos de ma main. Je n'avais pas beaucoup pensé à sa famille au-delà de savoir qu'ils existaient. Ses parents vivaient à environ 4 heures de route, et il avait une sœur nommée Rachel qui vivait dans un autre état. Nous leur avions parlé au téléphone quelques fois, mais notre relation s'était développée dans la bulle isolée de la vie quotidienne, le travail, Émilie, notre petit cercle d'amis. Est-ce que je devrais être nerveuse ? Ils sont traditionnels, a-t-il dit prudemment. Petite ville, valeurs familiales, ce genre de choses. Il pourrait avoir besoin de temps pour s'adapter à l'idée d'Émilie. Comment ça ? L'expression de Caleb est devenue inconfortable. Ils savent que tu as une fille, évidemment, et ils savent que son père est mort avant sa naissance. Ils sont justes. Il leur faudra peut-être un certain temps pour comprendre qu'elle n'est pas seulement ta fille. Elle est la nôtre. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Ils ont un problème avec Émilie ? Pas un problème, exactement. Ils ne sont juste pas habitués aux situations familiales non traditionnelles. Une fois qu'ils la rencontreront, une fois qu'ils verront à quel point elle est incroyable, ils changeront d'avis. Je voulais le croire. Plus que ça, j'avais besoin de le croire, car l'alternative que les personnes qui avaient élevé l'homme que j'aimais puissent ne pas accepter l'enfant pour qui je mourrais était impensable. Quand est-ce que je les rencontre ? Au mariage, a-t-il dit. Ils arrivent en voiture le matin de la cérémonie. Avec le recul, cela aurait dû être mon premier signe d'alerte.
Quel genre de famille ne rencontre pas la fiancée de leur fils avant le jour où elle devient leur belle-fille? Mais j'étais concentrée sur les essayages de robes, les listes d'invités et les 100 petits détails qui entrent dans la planification d'un mariage, même simple. J'aurais dû prêter plus d'attention aux choses que Caleb ne disait pas. Notre mariage a été parfait, de la manière dont les petites réunions intimes peuvent l'être lorsque toutes les personnes présentes veulent vraiment être là. Nous avons tenu la cérémonie dans le centre communautaire où nous nous étions rencontrés pour la première fois, avec des chaises pliantes disposées en demi-cercle et des fleurs du jardin de Jessica décorant l'espace. Émilie portait une robe jaune pâle avec une ceinture qu'elle pouvait nouer elle-même et portait un panier de pétales de fleurs qu'elle distribuait avec la concentration sérieuse de quelqu'un accomplissant un devoir important. Sarah était ma demoiselle d'honneur, Jessica était le témoin de Caleb, et Mason était le porteur d'alliance avec une concentration qui a fait retenir son souffle à tout le monde jusqu'à ce que les alliances soient livrées en toute sécurité. La famille de Caleb est arrivée ce matin-là, exactement comme il l'avait prédit. Ses parents, Robert et Patricia, étaient le genre de couple qui semblait sorti d'une peinture de Norman Rockwell, vêtements repassés, sourires assortis, le genre d'apparence saine qui fait penser aux repas paroissiaux et aux jardins bien entretenus. Sa sœur Rachel était plus difficile à cerner. Elle était plus jeune que Caleb, peut-être au début de la trentaine, avec les mêmes yeux verts, mais une expression gardée qui ne se détendait jamais complètement en une chaleur sincère. Elle a amené ses 2 enfants, des jumeaux d'environ 6 ans, qui étaient polis et bien élevés d'une manière qui suggérait un entraînement intensif sur le comportement approprié lors d'événements pour adultes. « Vous devez être Nathalie », a dit Patricia quand Caleb nous a présenté, son sourire éclatant et étudié. « Nous sommes si heureux de vous rencontrer enfin. »« Et voici Émilie », ai-je dit, guidant ma fille vers l'avant avec une main douce sur son épaule. Émilie, qui avait été briefée sur la rencontre de nouvelles personnes, s'est avancée et a tendu la main pour une poignée de main, comme nous l'avions pratiqué. « Enchantée », a-t-elle dit clairement. Patricia a serré la main d'Émilie avec le même enthousiasme qu'elle avait montré en me rencontrant, mais j'ai surpris le rapide regard qu'elle a échangé avec Robert. Quelque chose est passé entre eux, trop bref pour que je puisse l'interpréter, mais trop évident pour l'ignorer. « Elle est adorable », a dit Patricia, et je n'ai pas pu dire si la légère emphase sur « elle est » était intentionnelle ou si j'étais trop sensible. La cérémonie elle-même était magnifique. Les vœux de Caleb m'ont fait pleurer. Émilie a rempli ses fonctions de demoiselle d'honneur à la perfection, et notre petit groupe d'amis et de famille a ri et applaudi au bon moment. Lorsque l'officiant nous a déclaré mari et femme, Émilie a applaudi assez fort pour faire rire tout le monde à nouveau. Pendant la réception gâteau et champagne dans le même centre communautaire avec de la musique provenant de la playlist de l'iPhone de quelqu'un, j'ai observé la famille de Caleb interagir avec nos amis, et j'ai ressenti le premier véritable frémissement de malaise. Ils étaient polis, scrupuleusement, soigneusement, évidemment polis. Ils posaient des questions appropriées, faisaient des commentaires appropriés, souriaient aux moments appropriés, mais il y avait quelque chose de performatif dans leur comportement, comme s'ils jouaient le rôle de membres de la famille accueillant plutôt que de l'être réellement. Les enfants de Rachel étaient assis tranquillement à leur table assignée, mangeant du gâteau avec des manières parfaites, tandis qu'Émilie et Mason couraient partout avec le genre d'énergie joyeuse que l'on attend des enfants à une fête. Quand Émilie s'est approchée de leur table pour leur montrer son panier de fleurs, ils ont regardé leur mère pour obtenir la permission avant de répondre. « Ils sont très bien élevés », ai-je dit à Rachel, essayant de faire la conversation. « Nous croyons en la structure », a-t-elle répondu, regardant Émilie démontrer sa technique de lancer de fleurs à quiconque voulait bien y prêter attention. Les enfants ont besoin de limites claires. Quelque chose dans son ton suggérait que c'était une observation pointue plutôt qu'une conversation décontractée. Mais avant que je puisse répondre, Caleb est apparu à mon coude avec du champagne, et le genre de sourire qui a rendu mes préoccupations mesquines et sans importance. « Tu passes un bon moment ?» a-t-il demandé, passant son bras autour de ma taille. « Le meilleur moment » ai-je dit, et je le pensais. Quelles que soient les réserves que j'avais sur sa famille, elle pouvait attendre. C'était notre jour, notre début, notre célébration. Après la réception, la famille de Caleb est retournée à son hôtel tandis que nous sommes rentrés chez nous, Émilie épuisée et heureuse, Caleb et moi étourdis par la réalité d'être officiellement mariés. Nous avons mis Émilie au lit ensemble, tous les deux encore dans nos vêtements de mariage, et elle s'est endormie avant que nous ayons fini de lui lire son histoire.
Alors, a dit Caleb alors que nous nous changions enfin. Comment c'était? Pas trop écrasant? C'était parfait, ai-je dit, suspendant soigneusement ma robe dans notre placard. Ta famille a l'air sympa. Ils vont s'habituer, a-t-il dit rapidement. Ils ont juste besoin de temps pour s'habituer à l'idée d'Emily. Ils ne sont pas vraiment habitués aux enfants. Les jumeaux de Rachel sont si calmes qu'on oublie qu'ils sont là. J'ai pensé à la joie exubérante d'Emily, à son approche intrépide pour rencontrer de nouvelles personnes, à la façon dont elle avait insisté pour montrer à tout le monde son panier de fleurs. Il n'y avait rien de mal avec les enfants calmes, mais il n'y avait rien de mal avec les enfants enthousiastes non plus. Emily était parfaitement bien élevée, ai-je dit, peut-être plus défensivement que nécessaire. Bien sûr qu'elle l'était. Elle était incroyable. Ils le verront une fois qu'ils la connaîtront mieux. Je voulais demander quand cela arriverait, étant donné qu'il vivait à 4 heures de route et n'avait fait aucun effort pour nous rendre visite pendant nos 2 ans de relation, mais c'était notre nuit de noces, et je ne voulais pas commencer notre mariage par une dispute sur l'acceptation de sa famille envers la mienne. 6 mois plus tard, Caleb a abordé le sujet de l'adoption. Nous nettoyions après le dîner, Emily jouant dans le salon à portée de vue de la cuisine, quand il a mentionné avoir vu un avocat en droit de la famille pour officialiser les choses. Quelle chose, ai-je demandé, bien que j'aie une idée de ce dont il s'agissait. Emily, a-t-il dit, posant le plat qu'il séchait. Je veux l'adopter, légalement. Pour qu'elle soit officiellement la mienne, pas seulement dans la pratique. Mes mains se sont immobilisées dans l'eau savonneuse. Elle est déjà la tienne. Je sais, mais je veux que ce soit légal. Je veux être son père sur le papier, pas seulement dans les faits. J'ai regardé Emily, qui construisait une tour élaborée en bloc tout en tenant une conversation complexe avec son éléphant en peluche. Elle appelait Caleb « papa » depuis des mois, et il se présentait comme son père aux enseignants, aux médecins, à quiconque avait besoin de connaître notre structure familiale. Qu'est-ce que ça impliquerait? De la paperasse, surtout. Une audience au tribunal où un juge officialise la chose. C'est assez simple quand le père biologique est décédé et qu'il n'y a pas d'opposition. Le père biologique, David. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que j'avais pensé à lui en termes concrets plutôt que comme la source abstraite des cheveux noirs et du menton têtu d'Emily. Le temps avait adouci les arêtes vives du deuil, laissant derrière lui une douce tristesse et une gratitude pour le cadeau qu'il m'avait inconsciemment offert. Je pense qu'il aurait voulu ça, ai-je dit doucement. David, je veux dire. Il aurait voulu qu'Emily ait un père qui a choisi d'être son père. Le sourire de Caleb était doux. Alors, tu es d'accord avec ça? Plus que d'accord. Je pense que c'est parfait. Mais alors qu'il me serrait dans ses bras, j'ai pensé à quelque chose qu'il avait mentionné plus tôt, officialiser les choses. Il y avait quelque chose dans cette phrase qui impliquait que notre famille avait été non officielle jusqu'à présent. Temporaire, sujette à changement. L'adoption la rendrait légale, permanente, réelle d'une manière qu'elle ne l'était apparemment pas auparavant. Il y a une chose, ai-je dit en me reculant pour le regarder. Je veux lui parler de David un jour, quand elle sera assez grande pour comprendre. Je ne veux pas qu'elle découvre accidentellement que tu n'es pas son père biologique. L'expression de Caleb est devenue sérieuse. Bien sûr. Quand elle sera prête, nous lui dirons ensemble. Peut-être quand elle sera adolescente, ai-je ajouté, assez grande pour traiter ce genre d'informations. Avec un conseiller, peut-être. Je veux bien faire les choses. M'assurer qu'elle sait que ça ne change rien à notre famille. Absolument. Tout ce que tu penses être le mieux. Le processus d'adoption a été étonnamment simple. Des formulaires à remplir, une vérification des antécédents, une date au tribunal où Emily a porté sa robe préférée et a charmé le juge en demandant si elle pouvait s'asseoir dans le grand fauteuil. Quand ce fut terminé, nous avions de nouveaux documents qui désignaient Caleb comme le père d'Emily, et Emily avait un nouveau nom de famille qui correspondait au nôtre. « Est-ce que je suis différente maintenant ?» a demandé Emily en sortant du palais de justice. « Non », a dit Caleb en la prenant dans ses bras. « Maintenant, c'est juste officiel que tu es ma fille. Mais tu es ma fille depuis le jour où je t'ai rencontrée. »« Bien », a dit Emily avec satisfaction. « J'aime être ta fille. » Ce soir-là,
nous avons célébré avec le dîner préféré d'Émilie et un gâteau qui disait « Joyeux jour d'adoption » en glaçage violet. C'était comme l'achèvement de quelque chose que nous construisions depuis 3 ans. Pas seulement une relation, mais une famille. J'ai mis le certificat d'adoption dans notre coffre-fort, à côté de notre certificat de mariage et de l'acte de naissance d'Émilie. Des documents légaux qui racontaient comment notre famille avait été créée par le choix et l'engagement plutôt que par la simple biologie. Pendant 2 ans, cela a semblé suffisant. Mais les familles sont des choses compliquées, et parfois les personnes qui devraient les soutenir le plus sont celles qui trouvent des moyens de les déchirer. J'ai appris cette leçon lors d'un terrible dîner, quand Émilie avait 7 ans et était enfin assez grande, selon quelqu'un qui n'était pas son parent, pour apprendre quelques dures vérités sur sa place. La leçon est venue de la dernière personne à laquelle je m'attendais, et elle a tout changé dans ma compréhension de la famille que nous avions construite et des personnes que nous y avions laissé entrer. Émilie venait d'avoir 7 ans lorsque Patricia a appelé pour dire qu'elle et Rachel devaient venir en ville pour des rendez-vous médicaux. Rachel souffrait de maux de tête qui nécessitaient des tests par des spécialistes, et notre ville avait la meilleure clinique de neurologie de la région. Nous espérions pouvoir rester chez vous quelques jours, a dit Patricia, sa voix portant cette amabilité soignée qui signifiait qu'elle avait répété cette conversation. Les tarifs des hôtels en centre-ville sont tout simplement scandaleux, et ce serait si agréable de passer du vrai temps en famille. J'ai regardé Caleb, qui hochait la tête de manière encourageante. Sa relation avec sa famille avait toujours été plus respectueuse que chaleureuse, mais il maintenait des appels téléphoniques réguliers et se souvenait des anniversaires avec la constance de quelqu'un qui comprenait les obligations familiales. Bien sûr, ai-je dit, bien que quelque chose se soit noué dans mon estomac. Vous pensiez rester combien de temps? Juste quelques jours. Les rendez-vous de Rachel sont du mardi au jeudi, donc nous arriverions lundi soir et partirions vendredi matin, si ça vous convient. C'était mercredi que Patricia avait appelé, nous laissant 5 jours pour nous préparer à recevoir des invités. 5 jours pour nettoyer la chambre d'amis, remplir le réfrigérateur d'aliments susceptibles de plaire à des personnes dont je ne connaissais pas les préférences alimentaires, et briefer Émilie sur l'importance d'être sur son meilleur comportement pour mamie Pat et tante Rachel. Pourquoi dois-je être extra gentille, a demandé Émilie en m'aidant à changer les draps du lit d'amis. Pas l'extra gentille, ai-je corrigé. Juste ton toi-même gentil habituel. Parfois, quand les gens ne te voient pas souvent, ils oublient à quel point tu es merveilleuse. Émilie a réfléchi à cela avec le sérieux qu'elle apportait à la plupart des concepts d'adultes qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Est-ce qu'elles sont gentilles? C'est la famille, ai-je dit, ce qui n'était pas vraiment une réponse, mais c'était le mieux que je pouvais offrir. Lundi soir est arrivé, gris et bruneux, le genre de temps d'automne qui donnait à tout le monde envie de rester à l'intérieur. Patricia et Rachel sont arrivées à 18h précises, transportant des bagages assortis et le genre de sourire forcé qui suggérait qu'elles étaient déjà fatiguées du voyage. La maison est ravissante, a dit Patricia, acceptant la visite obligatoire avec un enthousiasme poli. Vous avez fait un si beau travail avec la décoration. Notre décoration consistait principalement en des dessins d'Émilie couvrant le réfrigérateur, des photos de famille regroupées sur des étagères, et des meubles qui privilégiaient le confort au style. Mais Patricia a tout admiré avec la positivité déterminée de quelqu'un qui s'engageait à trouver de belles choses à dire. Émilie est restée en retrait pendant la visite, inhabituellement timide en présence de ses parentes qu'elle connaissait à peine. Quand Patricia a complimenté sa dernière photo d'école, Émilie a offert un petit sourire et a dit « merci » de sa voix la plus polie. Elle a tellement grandi, a observé Rachel, étudiant Émilie avec le genre d'attention qui a fait se tortiller ma fille. Les enfants font ça, ai-je dit légèrement. Émilie, pourquoi ne montres-tu pas à tante Rachel tes fournitures d'art? Elle voudra peut-être voir le dessin que tu as fait de notre famille. Émilie s'est illuminée à la mention de son projet artistique, un chef-d'œuvre au crayon représentant des bonshommes allumettes de nous 3 debout devant notre maison. Elle avait passé un temps considérable sur les détails, des fleurs dans le jardin, de la fumée s'échappant de la cheminée, tout le monde se tenant la main et souriant. C'est très joli, ma chérie, a dit Rachel en examinant le dessin avec un intérêt poli. Tu es assez artistique. Quelque chose dans son ton suggérait que « artistique » n'était pas nécessairement un compliment dans son monde, mais Émilie a rayonné de fierté quand même.
Le dîner de ce premier soir s'est déroulé avec des conversations prudentes et le genre de repas que j'avais prévu pour plaire à des goûts conservateurs. Poulet rôti, purée de pommes de terre, haricots verts sûrs, traditionnel, le genre de nourriture qui n'offenserait personne ni ne générerait de commentaires sur les habitudes alimentaires d'Émilie. C'est délicieux, a dit Patricia. C'est si agréable d'avoir un repas fait maison. Nous mangeons bien trop souvent au restaurant. Nathalie est une excellente cuisinière, a dit Caleb, sa main touchant brièvement la mienne sous la table. Émilie aide aussi. Elle devient très douée pour mesurer les ingrédients. Je peux faire des pancakes toute seule, a annoncé fièrement Émilie. C'est papa qui m'apprend. Quelque chose a vacillé sur le visage de Rachel au mot « papa », mais elle s'est vite reprise. C'est très impressionnant pour quelqu'un de ton âge. Le reste du dîner s'est déroulé sans encombre, avec des conversations sur les prochains tests médicaux de Rachel, des nouvelles de membres de la famille que je n'avais jamais rencontrés, et les activités scolaires d'Émilie. Une conversation familiale normale, si l'on ne comptait pas la tension subtile que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. Mardi et mercredi ont suivi le même schéma. Patricia et Rachel partaient tôt pour des rendez-vous médicaux, revenaient l'après-midi, fatiguées et légèrement anxieuses à propos des résultats des tests, et nous partagions des dîners tranquilles où tout le monde s'efforçait de maintenir une conversation agréable. Émilie était sur son meilleur comportement, utilisant sa voix d'intérieur, débarrassant son assiette sans qu'on le lui demande, et allant au lit alors sans les négociations habituelles sur « juste 5 minutes de plus de jeu ». J'étais fière de la façon dont elle gérait la perturbation de notre routine, même si je remarquais qu'elle semblait plus petite en quelque sorte en présence de ses parentes qui la traitaient avec une distance polie. Jeudi matin a apporté la nouvelle que les tests de Rachel étaient rassurants. Céphalée de tension, pas la tumeur au cerveau qu'elle craignait silencieusement. Le soulagement des deux femmes était évident, et j'ai senti mes propres épaules se détendre lorsque Patricia a partagé la bonne nouvelle au petit déjeuner. Nous devrions fêter ça, ai-je suggéré. Peut-être aller dîner au restaurant ce soir. Il y a un bon restaurant familial en centre-ville qu'Émilie adore. Ça semble merveilleux, a dit Patricia. Ce serait bien de terminer la visite sur une note heureuse. J'ai fait des réservations chez Romanoes, un restaurant italien décontracté avec d'excellentes pizzas et le genre d'atmosphère qui accueillait les enfants sans exiger qu'ils restent parfaitement immobiles et silencieux. Émilie était excitée à l'idée de dîner au restaurant, surtout un endroit qui avait des crayons et des sets de table en papier pour dessiner. Jeudi soir, nous nous sommes un peu apprêtés. Pas formels, mais plus jolis que nos jeans et t-shirts habituels. Émilie portait une robe bleue avec des poches qu'elle aimait parce qu'elle pouvait y transporter des objets importants comme des crayons et de petits jouets. J'ai choisi un pull qui faisait ressortir mes yeux et me donnait confiance pour représenter notre petite famille. Nous sommes arrivés chez Romanoes à 18h30, en plein cœur de l'heure de pointe du dîner, mais assez tôt pour avoir une table sans attendre. L'hôtesse nous a conduits à une grande banquette dans le coin arrière, exactement le genre d'endroit qui donne aux familles de l'espace pour s'étaler et parler sans déranger les autres convives. Émilie a immédiatement réclamé les crayons et a commencé à travailler sur son set de table, demandant de temps en temps comment épeler les mots qu'elle voulait inclure dans sa dernière création artistique. La conversation était plus légère qu'elle ne l'avait été de toute la semaine, portée par le soulagement des résultats des tests de Rachel et la fin approchante de ce qui avait été une visite réussie, bien que prudente. C'est alors qu'Émilie a commis l'erreur qui a tout changé. Elle racontait à Patricia son professeur préféré à l'école, décrivant avec enthousiasme un projet scientifique sur les plantes et la lumière du soleil, quand elle a parlé de Caleb comme « papa » pour la 3e ou 4e fois de la soirée. Rachel a posé son verre d'eau avec assez de force pour le faire teinter contre la table. « Émilie » a-t-elle dit, sa voix portant une pointe acérée que je n'avais jamais entendue auparavant. « Tu dois arrêter de l'appeler comme ça. » Le silence qui a suivi les mots de Rachel était assourdissant. Toutes les conversations dans le restaurant semblaient s'interrompre, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Le crayon d'Émilie s'est figé à mi-chemin, son esprit de 7 ans essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. « Excuse-moi, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. » Rachel s'est redressée sur son siège, la mâchoire serrée avec le genre de détermination qui m'a dit que ce n'était pas un lapsus. C'était planifié. Elle doit comprendre que Caleb n'est pas vraiment son père. Elle n'a pas notre sang.
Elle n'a pas sa place dans cette famille. Le visage de Patricia était devenu blême, mais elle n'a pas contredit sa fille. Elle s'est contentée de fixer ses mains comme si elle pouvait disparaître dans la nappe. Les yeux d'Émilie se sont remplis de larmes, mais elle n'a rien dit. Ma courageuse petite fille est juste restée assise là, absorbant la cruauté de personnes qui étaient censées l'aimer, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. « Comment osez-vous » ai-je murmuré. Mais avant que je puisse en dire plus, Caleb a levé la main. Il n'avait pas parlé depuis le début de l'attaque de Rachel. Il était juste resté assis là, fixant sa sœur avec une expression que je ne pouvais pas lire. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je me demande s'il allait réellement défendre Émilie, ou si le sang était vraiment plus épais que la famille que nous avions construite ensemble. Puis Caleb s'est levé. Le mouvement était lent, délibéré, et d'une certaine manière plus intimidant que s'il avait sauté de colère. Il a posé sa serviette sur la table avec une précision soignée, et quand il a regardé Rachel, sa voix était calme comme un matin d'hiver. « Alors tu n'es pas ma sœur non plus. » Rachel a cligné des yeux, la confusion remplaçant sa colère vertueuse. « Quoi ? Si le sang est ce qui fait la famille, Rachel, alors tu n'es pas ma sœur. Parce que tu n'as pas notre sang non plus. » La couleur a complètement quitté le visage de Rachel. « Caleb, de quoi tu parles ?» Patricia a émis un son comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac, mais Caleb a gardé les yeux fixés sur Rachel. « Tu avais 8 mois quand maman et papa t'ont adopté. Abandonné à l'hôpital, pas de papier d'identité, pas de famille à ta recherche. Ils t'ont ramené à la maison et ne te l'ont jamais dit parce qu'ils pensaient que ce serait plus facile comme ça. Avez-vous déjà vécu ce moment où tout ce que vous pensiez savoir sur quelqu'un se réorganise soudainement ? Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà vu la vision du monde de quelqu'un s'effondrer en temps réel. Vous voudrez voir comment cela se termine. La bouche de Rachel s'est ouverte et fermée sans un son. Elle a regardé Patricia, dont les larmes coulaient maintenant librement. « Maman ?» La voix de Rachel était à peine un murmure. Patricia a finalement levé les yeux, son visage ravagé par des décennies de culpabilité cachée. « Nous allions te le dire quand tu serais plus grande, mais ensuite ce n'était jamais le bon moment, et tu étais si heureuse. Et nous pensions. » Vous pensiez quoi ? La voix de Rachel s'est brisée. Que je ne le découvrirais jamais ? Que ça n'avait pas d'importance ? Nous pensions que ça te ferait du mal, a dit Patricia, impuissante. Tu étais notre fille. Peu importait comment tu étais arrivée à nous. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. J'ai failli rire, mais Émilie était toujours assise là avec des larmes sur les joues. Et ce n'était pas le moment pour l'humour noir sur les hypocrites de la famille. Alors, si je comprends bien, a poursuivi Caleb, sa voix toujours sur ce ton étrangement calme qui était d'une certaine manière plus dévastateur que des cris, Émilie n'a pas sa place dans cette famille parce qu'elle n'y est pas née. Mais tu as fait partie de cette famille toute ta vie malgré le fait que tu ne partages pas notre sang. Logique intéressante. Rachel tremblait maintenant, ses mains pressées à plat contre la table comme si elle avait besoin de quelque chose de solide à quoi se raccrocher. C'est différent. Comment ? Parce que je... Parce qu'il... Elle ne pouvait pas finir la phrase. Probablement parce qu'il n'y avait aucun moyen de la finir sans exposer sa propre hypocrisie. Parce que tu quoi, Rachel ? Parce que tu ne savais pas ? Parce que tu as grandi en pensant que tu avais ta place ici ? Parce que maman et papa t'ont choisi et t'ont aimé et ont fait de toi leur fille indépendamment de la génétique ? Chaque question atterrissait comme un coup physique. Rachel tressaillait à chaque mot. Un peu comme j'ai choisi Émilie, a dit Caleb, se tournant enfin pour regarder notre fille, qui assistait à tout cet échange avec l'attention écarquillée de quelqu'un qui est témoin de l'histoire. Comme Nathalie et moi nous sommes choisis, et comme nous avons choisi de construire une famille basée sur l'amour plutôt que sur l'ADN. J'ai tendu la main et j'ai pris celle d'Émilie, la serrant doucement. Elle a serré en retour et j'ai pu voir la confusion s'éclaircir dans ses yeux, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. La différence, a dit Caleb, se rasseyant et rapprochant Émilie de lui, c'est qu'Émilie sait qu'elle a été choisie. Elle sait qu'elle est désirée. Elle sait que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question d'être présent. Il a regardé directement Rachel.
Quelque chose que tu n'as jamais vraiment réussi à comprendre. Rachel s'est levée si vite que sa chaise a failli tomber. Je n'ai pas à écouter ça. Non, a convenu Caleb. Tu n'as pas à le faire. Tout comme nous n'avons pas à t'écouter attaquer notre fille. Ce n'est pas ta fille. Si, elle l'est. Sa voix était ferme. Absolue. Elle est ma fille depuis le jour où je l'ai rencontrée. Les papiers d'adoption n'ont fait que l'officialiser. Mais même s'il n'existait pas, même s'il n'y avait pas de documents légaux, même si elle m'appelait par mon prénom pour le reste de sa vie, elle serait toujours ma fille. Parce que c'est ce que fait l'amour. Il crée une famille. Émilie a levé les yeux vers Caleb avec une adoration si pure que j'ai dû cligner des yeux pour retenir mes larmes. Tu es vraiment mon papa? Pour toujours et à jamais, ma puce. Rien de ce que quiconque dira ne pourra changer ça. Rachel a attrapé son sac à main, ses mouvements saccadés et désespérés. C'est ridicule. Je m'en vais. Bonne idée, ai-je dit, parlant pour la première fois depuis le début de cette confrontation. Ma voix était stable, mais il y avait de l'acier en dessous. Émilie, ma chérie, pourquoi n'irais-tu pas te laver les mains? Prends ton temps. Émilie a glissé hors de la banquette, tenant toujours son crayon, et s'est dirigée vers les toilettes. J'ai attendu qu'elle soit hors de portée de voix avant de me retourner vers Rachel. Laisse-moi être très claire sur quelque chose, ai-je dit, ma voix assez basse pour qu'elle doive se pencher pour m'entendre. Si jamais, et je dis bien jamais, tu parles à nouveau à ma fille comme ça, c'est fini. Pas seulement entre toi et moi. Entre toi et Caleb. Entre toi et toute cette famille. Tu veux parler de sang? Émilie est la fille de Caleb de toutes les manières qui comptent. Et si tu ne peux pas l'accepter, si tu ne peux pas la traiter avec le même respect que tu voudrais pour toi-même, alors tu peux rester dans ton petit monde parfait à 4 heures de route et faire comme si nous n'existions pas. Le visage de Rachel était rouge de colère et d'embarras. Tu ne peux pas nous éloigner de Caleb. Il est de notre famille. Regarde-moi faire. Patricia a finalement retrouvé sa voix. S'il vous plaît, ne disons pas de choses que nous ne pouvons pas reprendre. Oh, je peux le reprendre, ai-je dit, toujours en regardant Rachel. La question est de savoir si Rachel va s'excuser auprès d'Émilie et s'engager à mieux la traiter, ou si elle va continuer à agir comme une enfant qui vient de découvrir que le Père Noël n'existe pas. Rachel a regardé sa mère, puis Caleb, puis de nouveau moi. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait vraiment s'excuser. J'ai cru qu'elle reconnaîtrait que sa douleur ne justifiait pas de blesser une enfant de 7 ans. J'ai cru qu'elle se souviendrait que les familles sont censées se protéger les unes les autres, pas se déchirer. Au lieu de cela, elle s'est retournée et est sortie du restaurant sans un autre mot. Patricia est restée assise là, fixant l'espace vide où se trouvait Rachel, les larmes coulant sur son visage. Je devrais la suivre. Devrais-tu, ai-je demandé. Devrais-tu courir après quelqu'un qui vient d'abuser émotionnellement de ta petite fille? Le mot « petite fille » a frappé Patricia comme une gifle. Elle m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la surprise, comme si elle n'avait jamais considéré qu'Émilie était en fait sa petite fille par la loi et par l'amour, indépendamment de la génétique. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive, a-t-elle murmuré. Mais tu l'as laissé faire, a dit Caleb doucement. Tu es restée assise là et tu as laissé Rachel attaquer Émilie, et tu n'as pas dit un mot pour l'arrêter. J'étais choquée. Je ne savais pas quoi dire. Que dirais-tu de « ça suffit, Rachel » ou « Émilie fait partie de cette famille » ou littéralement n'importe quoi qui aurait protégé une enfant de 7 ans de se faire dire qu'elle n'a pas sa place? Le visage de Patricia s'est encore plus décomposé. Tu as raison. Je suis tellement désolée. Émilie est revenue des toilettes, le visage lavé et les cheveux lissés. Elle a regardé autour de la table, notant l'absence de Rachel sans commentaire, et s'est glissée de nouveau dans la banquette à côté de Caleb. Est-ce que tante Rachel est rentrée à la maison? A-t-elle demandé. Elle a dû partir, a dit Caleb prudemment. Elle était contrariée par certaines choses. Émilie a hoché la tête avec l'acceptation que les enfants montrent lorsque les adultes ne parviennent pas à avoir de sens. Est-ce qu'on dîne quand même? J'ai regardé notre table pleine de nourriture intacte et de verres d'eau,
le visage taché de larmes de Patricia, les regards inquiets des convives voisins qui avaient manifestement assisté à au moins une partie de notre drame familial. Vous savez quoi, ai-je dit en faisant signe à notre serveur. Prenons ça à emporter. Je pense que nous serions tous plus à l'aise de manger à la maison. Le trajet de retour à la maison a été silencieux. Patricia était assise sur le siège passager, regardant par la fenêtre, tandis qu'Émilie bavardait doucement avec Caleb à propos de son dessin et de la possibilité d'avoir de la glace pour le dessert, des préoccupations normales d'une enfant de 7 ans, comme si la dernière heure n'avait pas eu lieu. Mais elle avait eu lieu, et les effets allaient se répercuter sur notre famille pendant longtemps. Une fois rentrée, j'ai envoyé Émilie à l'étage pour qu'elle mette son pyjama pendant que Caleb et moi nous occupions des contenants à emporter, et que Patricia continuait son imitation d'une femme en état de choc. Je dois appeler Rachel, a dit Patricia en sortant son téléphone. Elle ne devrait pas conduire dans cet état. Elle n'aurait pas dû attaquer des enfants quand elle était contrariée non plus, ai-je souligné. Mais nous en sommes là. Patricia a tressailli. Elle ne le pensait pas comme ça, a sonné. Ah non, a demandé Caleb, déballant les contenants avec plus de force que nécessaire. Parce que ça sonnait comme si elle pensait exactement ce qu'elle disait. Émilie n'a pas sa place parce qu'elle ne partage pas notre ADN. Rachel a eu des difficultés dernièrement. Son mariage ne va pas bien. Et la frayeur pour sa santé cette semaine. Et maintenant découvrir qu'elle a été adoptée. Arrête. J'ai levé la main. Juste, arrête. Je comprends que Rachel fait face à des informations difficiles. Je comprends qu'elle souffre. Mais rien de tout cela ne justifie ce qu'elle a fait à Émilie. Rien. Tu ne comprends pas ce que c'est que de découvrir que toute ta vie a été construite sur un mensonge. En fait, ai-je dit, ma voix devenant à nouveau dangereusement calme, je comprends exactement ce que c'est que de voir sa vie entière réarrangée en un instant terrible. La différence, c'est que lorsque mon monde s'est effondré, je ne me suis pas défoulée sur des enfants innocents. Patricia avait l'air confuse. Que veux-tu dire? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas pour David. Dans toutes nos conversations prudentes au cours des dernières années, Caleb n'avait apparemment jamais mentionné que le père biologique d'Émilie était mort, que j'avais été veuve et seule, et que je reconstruisais ma vie à partir de zéro quand j'ai rencontré son fils. Le père d'Émilie est mort quand j'étais enceinte de 2 mois, ai-je dit simplement. Accident de voiture. J'ai élevé Émilie seule pendant 3 ans avant de rencontrer Caleb. Alors, oui, je sais ce que c'est que de voir sa vie complètement détruite et de devoir tout reconstruire à partir de rien. Et j'ai réussi à le faire sans attaquer des enfants. Le silence qui a suivi a été rompu par la voix d'Émilie depuis l'embrasure de la cuisine. Papa, je peux avoir du jus? Elle avait mis son pyjama préféré, celui avec des chiots dessus, et tenait son éléphant en peluche sous un bras. Elle avait l'air si petite et innocente que mon cœur s'est serré. Bien sûr, ma chérie, a dit Caleb en se dirigeant vers le réfrigérateur. Pomme ou orange? Pomme, s'il te plaît. Émilie est montée sur l'un des tabourets de la cuisine et a regardé nos visages tendus. Tout le monde est encore triste à cause de tante Rachel? Patricia a émis un son étranglé qui aurait pu être un sanglot. Nous réglons certaines choses, ai-je dit prudemment. Des trucs d'adultes que ce n'est pas ta responsabilité de réparer. Émilie a hoché la tête solennellement. Parfois, les grands ont des sentiments qu'ils ne savent pas quoi faire avec. La sagesse de cette simple déclaration est restée en suspens dans l'air. Voici une enfant de 7 ans faisant preuve de plus d'intelligence émotionnelle que les adultes qui venaient de finir de se déchirer. C'est exactement ça, a dit Caleb en tendant son jus à Émilie. Parfois, les grands oublient comment utiliser leurs mots gentiment. Comme quand je suis frustrée par mes devoirs et que j'ai envie de les jeter. Exactement comme ça. Émilie a siroté son jus pensivement. Sauf que je n'ai pas le droit de jeter mes devoirs, et les grands ne devraient pas avoir le droit de dire des choses méchantes aux enfants. Tu as absolument raison, a dit Patricia, parlant pour la première fois depuis notre retour à la maison. Les grands ne devraient jamais dire de choses méchantes aux enfants. Et je suis désolée que cela te soit arrivé, Émilie. Émilie a réfléchi à cela avec le sérieux qu'elle apportait à la plupart des excuses d'adultes. Ce n'est pas grave. Je sais que papa m'aime, même si tante Rachel a oublié pendant un petit moment.
La simplicité de son pardon était dévastatrice. Elle n'allait pas porter cette blessure pour toujours. Elle n'allait pas développer des problèmes de confiance ou des peurs d'abandon. Elle allait classer cela comme la fois où tante Rachel était confuse à propos des familles, et passer à autre chose avec la confiance d'une enfant qui sait qu'elle est aimée. J'aurais aimé pouvoir faire de même. Mais je ne pouvais pas oublier le regard sur le visage de Rachel quand elle a livré son poison. Je ne pouvais pas oublier le silence de Patricia. Je ne pouvais pas oublier que si Caleb n'avait pas défendu Emily, notre fille aurait absorbé le message qu'elle ne faisait pas vraiment partie de notre famille. Emily, finis ton jus et ensuite allons nous préparer pour le lit, ai-je dit. La journée a été longue. Papa peut lire les histoires ce soir? Absolument, a dit Caleb immédiatement. Quel livre veux-tu? Alors qu'Emily se lançait dans une explication de son histoire préférée du moment, j'ai croisé le regard de Patricia. Elle avait l'air perdue, incertaine, comme quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle lisait la carte à l'envers depuis des années. Nous devons parler, ai-je dit doucement. Après qu'Emily sera endormie. Elle a hoché la tête, comprenant que la vraie conversation ne faisait que commencer. 1 heure plus tard, Emily était blottie dans son lit avec sa collection habituelle d'animaux en peluche et sa promesse d'essayer de ne pas trop penser aux choses tristes. Caleb avait lu 3 histoires et chanté 2 chansons, lui donnant l'attention supplémentaire dont elle avait besoin après le drame de la soirée. Patricia, Caleb et moi étions assis dans notre salon avec des tasses de café que personne ne voulait vraiment, essayant de trouver comment naviguer dans les décombres du dîner de famille. Je n'arrête pas de penser que je devrais l'appeler, a dit Patricia en regardant son téléphone. Elle doit être si confuse et blessée. Elle a blessé Emily, ai-je dit sèchement. C'est ce qui compte en ce moment. Mais c'est ma fille aussi. Vraiment? La question est sortie plus dure que je ne l'avais prévu, mais je ne l'ai pas retirée. Parce que la femme qui l'a élevée lui aurait appris à ne pas attaquer les enfants. La femme qui l'a élevée aurait arrêté cette conversation avant qu'elle ne commence. Le visage de Patricia s'est décomposé. J'ai échoué avec les 2 ce soir. Oui, a dit Caleb doucement. Tu as échoué. Son honnêteté était brutale mais nécessaire. Patricia devait comprendre que ce n'était pas un malentendu ou un problème de communication. C'était un manquement à la décence humaine de base, et cela avait des conséquences. Comment puis-je réparer ça, a-t-elle demandé. Je ne suis pas sûre que tu le puisses, ai-je dit. Du moins pas ce soir. Rachel est sortie de ce restaurant sans s'excuser auprès d'Emily. Elle a fait son choix. Elle était choquée par l'adoption. Arrête de lui trouver des excuses. Ma patience était officiellement à bout. Je me fiche de son état de choc. Emily ne méritait pas d'être un dommage collatéral de la crise émotionnelle de Rachel. Caleb a tendu la main et a pris la mienne, un geste à la fois de soutien et de mise en garde. Il savait que j'étais sur le point de dire des choses qui ne pourraient pas être reprises. Maman, a-t-il dit prudemment. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Emily est ma fille. Pas ma belle-fille, pas l'enfant de ma femme que je tolère. Ma fille. Et quiconque ne peut pas l'accepter, quiconque la traite comme moins que de la famille, ne fait pas partie de nos vies. Même Rachel? Surtout Rachel. Patricia avait l'air accablée. Tu couperais les ponts avec ta sœur pour ça? Je couperais les ponts avec n'importe qui pour ça. Emily a 7 ans. Elle ne peut pas se défendre quand des adultes l'attaquent. C'est mon travail. C'est le travail de Nathalie. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera? La vérité de cette déclaration s'est installée sur nous. Emily n'était qu'une enfant, dépendante des adultes de sa vie pour la protéger exactement du genre de cruauté que Rachel avait infligé ce soir. Je pense, ai-je dit lentement, que nous devons prendre une pause des visites familiales. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. Que veux-tu dire? Je veux dire, plus de nuitées, plus de visites prolongées, plus de situations où Emily pourrait être attaquée pour le simple fait d'exister. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de soumettre une enfant de 7 ans à des gens qui pensent que son statut familial est sujet à débat. Caleb a serré ma main. Je suis d'accord. Tant que Rachel ne pourra pas reconnaître ce qu'elle a fait de mal et s'engager à traiter Emily avec respect, nous avons besoin de distance.
Et si elle ne le fait jamais? Alors elle ne le fera jamais, a dit Caleb simplement. Je ne vais pas sacrifier la sécurité émotionnelle de ma fille pour qui que ce soit, même pas pour la famille. Patricia nous a regardés comme si nous parlions une langue étrangère. Mais la famille pardonne. La famille résout les problèmes ensemble. La famille protège aussi ses membres les plus vulnérables, ai-je souligné. Émilie a 7 ans. Elle n'est pas équipée pour résoudre des problèmes avec des adultes qui pensent qu'elle n'a pas sa place ici. Notre travail est de la protéger, pas de la soumettre à plus d'abus au nom de l'unité familiale. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes, chacun traitant ce que cela signifiait pour notre famille à l'avenir. Patricia devrait choisir entre soutenir le comportement de Rachel et maintenir une relation avec Caleb et Émilie. Rachel devrait décider si sa fierté était plus importante que sa relation avec son frère. Mais Émilie serait en sécurité. C'était ce qui comptait. Je devrais probablement retourner à l'hôtel, a dit Patricia finalement. Donner à tout le monde le temps de réfléchir. C'est probablement le mieux, a convenu Caleb. Je l'ai raccompagné à la porte parce que les bonnes manières m'avaient été inculquées depuis l'enfance, même quand les gens ne les méritaient pas. Je suis vraiment désolée, a dit Patricia en prenant son manteau. Pour ce soir, pour ne pas avoir arrêté Rachel, pour tout. Je sais que tu le hais. Mais c'est Émilie qui mérite les excuses, et elle n'en aura pas, Patricia a hoché la tête misérablement. Que dois-je dire à Rachel quand je la verrai? Dis-lui la vérité. Dis-lui qu'attaquer les enfants a des conséquences. Dis-lui que si elle veut faire partie de cette famille, elle doit nous traiter tous avec respect. Et si elle ne le peut pas, j'ai haussé les épaules, alors elle ne le peut pas. La famille, ce n'est pas seulement partager un ADN, Patricia. C'est être présent les uns pour les autres. Rachel n'a pas été présente pour Émilie ce soir. Elle a été présente pour sa propre colère et sa propre douleur, mais pas pour une enfant de 7 ans qui avait besoin de protection. Après le départ de Patricia, Caleb et moi avons nettoyé la cuisine dans un silence confortable. La vaisselle du jour, les contenants à emporter, les tasses de café, les tâches banales qui continuent même après les explosions familiales. « Comment vas-tu » a-t-il demandé alors que je chargeais le lave-vaisselle. Furieuse, protectrice, reconnaissante que tu l'aies défendue. Bien sûr que je l'ai défendue. C'est ma fille. J'ai arrêté de charger la vaisselle et je l'ai regardée. Pendant une minute, je n'étais pas sûre que tu allais dire quelque chose. J'attendais de voir jusqu'où Rachel irait. Je voulais lui donner la chance de s'arrêter elle-même. Et quand elle ne l'a pas fait? Quand elle ne l'a pas fait, je lui ai rappelé que les maisons de verre et les jets de pierre ne font pas bon ménage. J'ai ri malgré tout. Ta famille va me détester pour ça. Ma famille, c'est toi et Émilie. Tous les autres sont optionnels. Cette nuit-là, alors que nous nous préparions à nous coucher, je ne pouvais pas m'arrêter de penser à la réaction d'Émilie à toute cette situation. Sa confusion, sa résilience, son acceptation pragmatique que parfois les grands disent des choses qu'ils ne pensent pas. Tu penses qu'elle ira bien? Ai-je demandé à Caleb. Elle ira mieux que bien. Elle sait qu'elle est aimée. Elle sait qu'elle a sa place ici. C'est plus que ce que beaucoup d'enfants ont. Il avait raison. Émilie irait bien parce qu'elle avait quelque chose que Rachel n'avait apparemment pas eu, la certitude absolue que sa famille la choisissait chaque jour, pas seulement une fois il y a 7 ans. Que pensez-vous qu'il devrait se passer ensuite? Les familles devraient-elles couper les ponts pour protéger les enfants, ou devraient-elles continuer à essayer de régler les choses? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Le lendemain matin a apporté un SMS inattendu de Rachel à 6 heures du matin. Je suis désolée pour hier soir. On peut parler? J'ai montré le message à Caleb pendant qu'il préparait le café, et nous l'avons tous les deux fixé comme s'il pouvait exploser. Ce ne sont pas des excuses, ai-je dit. C'est une demande de conversation. Elle veut probablement expliquer pourquoi elle était justifiée d'attaquer Émilie. Ou elle veut s'assurer que nous n'allons pas raconter à toute la famille son adoption. Caleb a posé sa tasse de café. Est-ce que je devrais répondre? J'y ai réfléchi en regardant Émilie par la fenêtre de la cuisine. Elle était dans le jardin, parlant sérieusement au chat de nos voisins à travers la clôture, lui racontant apparemment le drame de la veille. Complètement bien,
complètement elle-même, complètement inconsciente que les adultes traitaient encore son droit d'exister dans cette famille. Pas encore, ai-je dit. Laissons-la mariner dans ce qu'elle a fait pendant un moment. Laissons-la trouver comment réparer les choses avant de lui donner une tribune pour trouver des excuses. Mais Rachel n'a pas attendu notre réponse. Elle s'est présentée à notre porte à 10 heures du matin, l'air de ne pas avoir dormi et portant un petit sac cadeau qui contenait probablement quelque chose qu'elle avait attrapé dans une station-service en chemin. « Je dois m'excuser », a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. Auprès d'Émilie et de vous deux. Je ne l'ai pas invitée à entrer immédiatement. Appelez ça de la mesquinerie, mais elle avait mérité l'inconfort de rester sur notre porche pendant que je décidais si elle méritait l'accès à notre maison. « Pourquoi exactement t'excuses-tu » ai-je demandé. Pour ce que j'ai dit au dîner. Pour avoir blessé Émilie. Elle a lutté avec les mots, pour avoir eu tort à propos de la famille. Ce n'était pas de grandes excuses, mais c'était un début. Je me suis écartée pour la laisser entrer. Émilie était dans le salon, construisant une ville élaborée en blocs tout en tenant une conversation complexe avec son éléphant en peluche sur l'urbanisme. Elle a levé les yeux quand Rachel est entrée, son expression poliment curieuse. « Salut, tante Rachel », a-t-elle dit. « Tu te sentais mieux après être partie hier soir ?» L'innocence de la question a frappé Rachel comme un coup physique. Son visage s'est décomposé, et pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait se mettre à pleurer là, dans notre salon. « Je voulais te parler de ce que j'ai dit au dîner », a commencé Rachel, s'asseyant sur le bord de notre table basse pour être à la hauteur des yeux d'Émilie. « J'ai dit quelque chose de très mal, et je t'ai blessée. » Émilie a réfléchi à cela sérieusement. « Tu as dit que je n'avais pas ma place dans la famille. » J'ai dit ça, et c'était mal. Tu as absolument ta place dans cette famille. Tu es la fille de ton papa, ce qui fait de toi ma nièce, et ce qui fait de nous une famille pour toujours. Émilie a hoché la tête, apparemment satisfaite de cette explication. Parfois, les gens disent des choses quand ils sont confus. C'est vrai. J'étais très confuse à propos de certaines choses, mais ça ne justifie pas que je te fasse du mal. Tu n'es plus confuse ? Rachel m'a jeté un coup d'œil, puis est revenue à Émilie. Je suis toujours confuse à propos de certaines choses, mais je ne suis pas confuse à propos de toi. Tu es de la famille, et j'aurais dû m'en souvenir. Émilie est retournée à sa ville de bloc, la crise apparemment résolue de son point de vue. Rachel s'est levée, l'air soulagée et légèrement surprise de la facilité avec laquelle les enfants peuvent pardonner lorsque les adultes reconnaissent réellement leurs erreurs. « Je peux vous parler à Caleb et à toi une minute ?» m'a-t-elle demandé doucement. Nous sommes allés dans la cuisine, laissant Émilie à son projet d'urbanisme. Caleb nous a rejoints, café à la main, l'expression soigneusement neutre. « Je vous dois des excuses à tous les deux aussi », a dit Rachel. Ce que j'ai dit était inexcusable. J'étais choquée par la nouvelle de l'adoption, et je m'en suis prise à Émilie, et c'était complètement mal. C'était le cas, a convenu Caleb. Mais je suis plus intéressée par comprendre pourquoi tu as pensé que c'était acceptable d'attaquer une enfant de 7 ans en premier lieu. Le visage de Rachel s'est empourpré. Je ne pensais pas que c'était acceptable. J'étais juste. J'étais en colère. À propos de quoi ? D'avoir découvert que j'étais adoptée. Que maman et papa m'avaient menti toute ma vie. De sentir que tout ce que je pensais savoir sur moi-même était faux. Et cela justifiait de blesser Émilie. Comment ? Rachel est restée silencieuse pendant un long moment. Ça ne le justifiait pas. Il n'y a aucune justification. Je souffrais et je voulais que quelqu'un d'autre souffre aussi. Et Émilie elle a fait une pause, cherchant ses mots. Une cible facile, ai-je suggéré froidement. Sûr, a admis Rachel. C'était sûr de la blesser parce que c'est juste une enfant et qu'elle ne pouvait pas se défendre. L'honnêteté était brutale, mais c'était honnête. Elle avait attaqué Émilie parce qu'Émilie ne pouvait pas se défendre, parce que se défouler sur des adultes aurait pu avoir des conséquences. C'est exactement pourquoi nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire, a dit Caleb doucement. Émilie nous fait confiance pour la protéger. Si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Je comprends. Je ne vous demande pas d'oublier ce qui s'est passé ou de faire comme si c'était normal. Je demande juste la chance de faire mieux.
J'ai étudié le visage de Rachel, cherchant des signes de remords sincères plutôt que de gestion de crise. Elle avait l'air épuisée, dégonflée, comme quelqu'un qui avait passé la nuit à affronter des vérités inconfortables sur elle-même. À quoi ressemble « faire mieux » ai-je demandé. Traiter Émilie comme si elle avait sa place ici, parce que c'est le cas. Ne pas lui faire payer mes problèmes. Me souvenir qu'elle a 7 ans et qu'elle mérite de se sentir en sécurité avec sa famille. Ce n'était pas une excuse parfaite, mais elle reconnaissait le mal réel qu'elle avait causé plutôt que de se concentrer sur sa propre douleur. Progrès. Et si tu es contrarié par autre chose, si tu as une autre crise ou un autre choc? Alors je le gère comme une adulte au lieu de m'en prendre aux enfants. Caleb s'est appuyé contre le comptoir, observant toujours sa sœur avec une attention prudente. Pourquoi devrions-nous te croire? Parce que je ne veux pas te perdre. Ni Émilie, ni cette famille que je n'ai apparemment pas assez appréciée. Il y avait quelque chose de brut dans sa voix qui suggérait qu'elle avait passé la nuit à calculer exactement ce que sa cruauté pourrait lui coûter, perdre son frère, perdre sa place dans la famille dont elle venait d'apprendre qu'elle n'était pas biologiquement la sienne, perdre la nièce qu'elle avait attaquée pour la même raison. Un incident de plus, ai-je dit doucement. Une attaque de plus contre Émilie. Un moment de plus où tu te défoules de tes problèmes sur notre fille, et c'est fini. Pas une pause, pas un temps mort. Fini, point final. Rachel a hoché la tête rapidement. Je comprends. Je suis sérieuse, Rachel. La sécurité émotionnelle d'Émilie n'est pas négociable. Pour personne. J'ai compris. Vraiment. Je ne la blesserai plus. Nous sommes restés là dans un silence gêné, aucun de nous ne sachant vraiment comment avancer à partir de ce point. Les excuses avaient été offertes et acceptées sous condition, mais la confiance mettrait du temps à se reconstruire. Je devrais probablement y aller, a dit Rachel. Vous laissez reprendre votre journée. En fait, la voix d'Émilie est venue de l'embrasure de la cuisine. Tu veux voir ma ville? Je construis un endroit où toutes sortes de familles différentes peuvent vivre ensemble. Les yeux de Rachel se sont remplis de larmes. J'adorerais voir ta ville. Alors qu'elles retournaient ensemble dans le salon, Émilie bavardant sur ses plans architecturaux, Caleb et moi avons échangé un regard. Tu penses qu'elle est sincère? Ai-je demandé doucement. Je pense qu'elle a assez peur pour être sincère, du moins pour l'instant. Et si ce n'est pas le cas, alors nous ferons exactement ce que tu as dit. C'est fini. J'ai hoché la tête, sentant le poids de la protection d'Émilie se reposer sur mes épaules. C'était un poids que je porterais volontiers pour le reste de ma vie, mais j'en avais assez de devoir la protéger de personnes qui auraient dû la protéger elle-même. La famille ne devrait pas être si difficile. Mais d'un autre côté, la famille que nous avions construite Caleb, Émilie et moi n'avait jamais été difficile. C'étaient tous les autres qui compliquaient les choses. La suite de la visite de Rachel s'est déroulée tranquillement. Elle est partie dimanche matin avec des promesses de rester en contact et de faire mieux, et un câlin pour Émilie qui semblait sincère plutôt que performatif. Patricia avait à peine parlé depuis l'incident du restaurant, luttant clairement avec la révélation sur l'adoption de Rachel et son propre échec à protéger Émilie. Pendant les 2 semaines suivantes, notre maison a semblé paisible d'une manière qu'elle ne l'avait pas été pendant la visite. Émilie a repris sa routine normale, Caleb et moi sommes retombés dans notre rythme confortable, et la vie a avancé sans drame familial. Puis les appels téléphoniques ont commencé. D'abord, c'était Patricia qui voulait prendre des nouvelles et s'assurer que tout le monde dépassait ce qui s'était passé. Puis Rachel, envoyant des SMS maladroits sur les activités scolaires d'Émilie qu'elle ne pouvait pas connaître à moins de consulter nos réseaux sociaux de manière obsessionnelle. Elle joue la culpabilité, ai-je dit à Caleb après le 3e appel de la semaine, agissant comme des membres de la famille concernés maintenant qu'elle réalise qu'il pourrait y avoir des conséquences à maltraiter Émilie. Devrais-je leur dire de se calmer? Pas encore. Laissons-les prouver si c'est un vrai changement ou juste de la gestion de crise. La réponse est venue 3 semaines plus tard, lors de la pièce de théâtre de l'école d'Émilie. Émilie avait décroché le rôle d'un tournesol dans la production de sa classe de CE1, le jardin de l'apprentissage, ce qui impliquait exactement le genre de costume élaboré et de surjeu enthousiaste qui fait pleurer les parents de fierté et d'embarras à la fois.
Caleb et moi sommes arrivés tôt pour avoir de bonnes places, les appareils photo prêts à documenter chaque instant des débuts théâtraux d'Émilie. Elle avait répété sa seule réplique, « Je grandis avec la connaissance », pendant des semaines, avec des gestes de bras qui représentaient l'atteinte du soleil. À mi-chemin du premier acte, j'ai repéré des visages familiers au fond de l'auditorium. Patricia et Rachel, l'air mal à l'aise et trop habillés pour une cafétéria d'école primaire, scrutant la foule à notre recherche. Tu savais qu'elle venait, ai-je chuchoté à Caleb. Il a secoué la tête, son expression s'assombrissant. Elles n'ont pas demandé la permission d'être ici. La classe d'Émilie est montée sur scène pour leur grand numéro. 23 élèves de CE1 habillés en diverses plantes et fleurs, chantant sur la photosynthèse avec le genre d'enthousiasme sincère qui vous fait vous demander si vous avez déjà été aussi purement heureux de quoi que ce soit. Émilie était au premier rang, son costume de tournesol légèrement de travers, mais son sourire éclatant alors qu'elle livrait sa réplique avec un timing parfait et un maximum de drame. Elle nous a repérés dans le public et a salué avec enthousiasme, manquant de perdre l'équilibre mais se rattrapant avec la grâce naturelle d'une enfant de 7 ans qui n'a jamais connu une scène qu'elle ne possédait pas. Après la représentation, nous nous sommes dirigés vers les coulisses pour récupérer notre petite actrice, qui bourdonnait encore d'excitation et demandait déjà quand elle pourrait auditionner pour la prochaine pièce de l'école. « Tu étais parfaite », je lui ai dit en l'aidant à enlever son encombrant costume de tournesol. Le meilleur tournesol de l'histoire des tournesols. Tu m'as vu me souvenir de ma réplique? Et tu as vu quand Tommy a oublié la sienne et que je lui ai chuchoté? Nous avons tout vu. Tu étais incroyable. Papa, tu as pris des photos? Environ une centaine, a dit Caleb en lui montrant l'écran de l'appareil photo. On fera un album juste pour ta première pièce. Émilie. Nous nous sommes retournés pour voir Patricia et Rachel s'approcher. Patricia portait un bouquet de fleurs qui semblait cher et déplacé dans le cadre de l'école primaire. Émilie s'est illuminée à leur vue. Mamie Pat, tante Rachel, vous êtes venus voir ma pièce. On ne l'aurait manqué pour rien au monde, a dit Patricia, bien que son sourire ait semblé forcé. Tu étais merveilleuse, ma chérie. Rachel a tendu un petit sac cadeau à Émilie. Pour le meilleur tournesol que nous ayons jamais vu. Émilie a ouvert le sac pour révéler un bracelet à breloques avec une petite breloque en forme de tournesol. C'est magnifique. Merci. Pendant qu'Émilie montrait son bracelet à quiconque se trouvait à portée de voix, j'ai coincé Patricia. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous soutenons notre petite fille. Elle a parlé de la pièce à Caleb quand nous nous sommes parlé la semaine dernière. Elle vous l'a dit parce que Caleb partage des nouvelles de la famille avec vous. Ça ne veut pas dire que vous étiez invité à venir. Le visage de Patricia s'est empourpré. Nous sommes sa famille. Nous devrions être présents aux événements importants. Vous êtes sa famille quand ça vous arrange. Quand c'est difficile, quand quelqu'un l'attaque, vous n'êtes nulle part. Ce n'est pas juste. Ah non? Où étiez-vous quand Rachel disait à Émilie qu'elle n'avait pas sa place? Où était votre voix quand votre petite fille avait besoin de protection? Avant que Patricia ne puisse répondre, Émilie est revenue en sautillant avec son bracelet, bavardant sur la façon dont elle allait le porter à l'école demain pour le montrer à son professeur. J'ai observé le visage de Rachel pendant qu'Émilie parlait, cherchant des signes d'affection sincère par rapport à un comportement de grand-mère performatif. Rachel semblait plus détendue que lors de leur visite, souriant et posant des questions de suivi sur le costume d'Émilie et sa partie préférée de la performance. Peut-être que les excuses étaient réelles. Peut-être qu'elle essayait vraiment de faire mieux. Ou peut-être qu'elle était juste meilleure pour cacher son ressentiment maintenant qu'elle comprenait les conséquences. On peut emmener manger une glace, a demandé Patricia, pour fêter les débuts théâtraux d'Émilie. Émilie m'a regardée avec espoir. La glace était toujours un oui dans son monde, et elle était encore sur le nuage de son succès sur scène. S'il te plaît, maman, je veux leur raconter toutes les autres pièces dans lesquelles je vais jouer. J'ai croisé le regard de Caleb. Il a légèrement haussé les épaules, me laissant la décision. D'accord, ai-je dit, mais juste pour 1 heure. C'est un soir d'école. Le glacier était bondé d'autres familles qui avaient eu la même idée de célébration post-performance.
Émilie a choisi une table près de la fenêtre et s'est lancée dans un récapitulatif détaillé de chaque moment de la pièce, y compris les drames en coulisses impliquant des dysfonctionnements de costumes et des répliques oubliées. Patricia et Rachel ont écouté attentivement, posant des questions appropriées et riant des reconstitutions dramatiques d'Émilie. Comportement de grand-mère normale, le genre d'attention qu'Émilie méritait de la part des membres de la famille qui prétendaient l'aimer. Je vais jouer dans toutes les pièces jusqu'à ce que je sois diplômée, a annoncé Émilie en tournant sa cuillère dans sa glace à la fraise. Et ensuite, je jouerai dans des pièces sur de vraies scènes avec de vraies lumières. Ça ressemble à un excellent plan, a dit Rachel. Il faudra s'assurer de n'en manquer aucune. Quelque chose dans son ton m'a fait la regarder de plus près. Il y avait une mélancolie là, une tristesse qui semblait sincère plutôt que manipulatrice. Ça va ? Ai-je demandé doucement pendant qu'Émilie décrivait sa future carrière à Broadway à Patricia. Le sourire de Rachel était triste. Je pense juste à tout ce que j'ai failli perdre en étant stupide. Failli ? Tu pourrais encore changer d'avis. Décider que je suis trop de problèmes à gérer. Me couper de la vie d'Émilie. La vulnérabilité dans sa voix était inattendue. C'était une Rachel différente de celle qui avait attaqué Émilie au restaurant. Différente de celle qui avait présenté des excuses prudentes axées sur la minimisation des conséquences. Ce n'est jamais ce que nous voulions, ai-je dit prudemment. Nous voulions juste qu'Émilie soit en sécurité. Je sais. Et je le veux aussi. Je veux être le genre de tante qu'elle mérite, pas celle qui la blesse quand je passe une mauvaise journée. C'est ce que nous voulons aussi. Nous sommes restés assises en silence confortable pendant un moment, regardant Émilie divertir Patricia avec des plans de plus en plus élaborés pour sa carrière théâtrale. Peut-être que ça pourrait marcher. Peut-être que Rachel avait réellement appris quelque chose en manquant de détruire sa relation avec son frère. Peut-être que les dîners de famille n'avaient pas à être des champs de mine où le droit d'Émilie d'exister était sujet à débat. Mais la confiance, une fois brisée, met du temps à se reconstruire. Et la sécurité d'Émilie serait toujours ma première priorité, peu importe à quel point Rachel prétendait avoir changé. Certaines choses, une fois dites, ne peuvent être reprises. Certaines blessures, une fois infligées, laissent des cicatrices permanentes. Mais les gens peuvent changer, peuvent grandir, peuvent choisir d'être de meilleures versions d'eux-mêmes. J'espérais que Rachel était l'une de ces personnes, pour le bien d'Émilie et pour la famille que nous essayons tous de construire ensemble. 6 mois plus tard, nous avons organisé Thanksgiving chez nous pour la première fois. C'était l'idée d'Émilie, en fait. Elle voulait faire un festin de gratitude où tout le monde pourrait partager ce pourquoi il était reconnaissant. Et d'une manière ou d'une autre, cela a évolué pour inviter la famille de Caleb pour les fêtes. Tu es sûr de ça ? A demandé Caleb alors que nous planifions le menu. C'est beaucoup de pression d'organiser votre première grande fête. Émilie veut que toute sa famille soit ici. Et honnêtement, je veux voir si nous pouvons le faire. Avoir un rassemblement familial normal où tout le monde se comporte vraiment comme une famille. Rachel avait été constamment meilleure depuis l'incident de la pièce de théâtre. Elle appelait régulièrement pour parler à Émilie, se souvenait des événements importants et envoyait des cadeaux appropriés qui montraient qu'elle prêtait vraiment attention aux intérêts de notre fille. Elle avait même commencé une thérapie, ce qu'elle avait mentionné nonchalamment lors d'un de nos appels téléphoniques. Patricia avait été plus réservée, traitant toujours sa propre culpabilité concernant l'incident du restaurant et la révélation de l'adoption. Mais elle avait fait un effort pour se connecter avec Émilie, envoyant des cartes et de petits cadeaux, posant des questions sur les activités scolaires avec un intérêt sincère. Le matin de Thanksgiving, je me suis réveillée nerveuse mais excitée. Émilie parlait de ce dîner depuis des semaines, planifiant ce qu'elle voulait dire pendant le partage de la gratitude, m'aidant à choisir les recettes à préparer. Je veux que tout soit parfait, a-t-elle annoncé en m'aidant à mettre la table avec notre belle vaisselle. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ma chérie. Juste agréable. Mais je veux que mamie Pat et tante Rachel voient que nous sommes une vraie famille. Le commentaire m'a arrêté net. Que veux-tu dire, une vraie famille ? Émilie a disposé les serviettes avec une précision soignée. Tu sais, comme si nous étions faits pour être ensemble. Que ma place est avec toi et papa. Les enfants de 7 ans ne devraient pas avoir à prouver qu'ils ont leur place dans leur propre famille.
Le fait qu'Émilie y pensait encore, qu'elle ressentait encore le besoin de démontrer sa place dans nos vies, me serrait le cœur. Émilie, regarde-moi. Je me suis agenouillée à sa hauteur. Tu n'as rien à prouver à personne. Ta place est ici parce que c'est ta maison. Parce que papa et moi t'aimons. Parce que tu es notre fille. Pas parce que tu peux mettre une table parfaite ou dire les bonnes choses au dîner. Je sais. Mais je veux qu'elle m'aime aussi. Elle t'aime. Et si elle ne le montre pas comme tu le mérites, c'est leur problème, pas le tien. Patricia et Rachel sont arrivées à 15 heures précises, apportant des fleurs, du vin et le genre d'énergie nerveuse qui suggérait qu'elles avaient passé le trajet à discuter de la manière de naviguer dans ce rassemblement familial sans marcher sur des mines. Émilie les a accueillies avec son enthousiasme habituel, montrant sa robe de Thanksgiving et expliquant les marque-places élaborées qu'elle avait fait pour tout le monde. Une interaction normale grand-mère-petite fille, chaleureuse et facile, d'une manière qui m'a rendu prudemment optimiste pour la journée à venir. La conversation du dîner a été étonnamment fluide. Nous avons parlé des activités scolaires d'Émilie, des derniers projets de rénovation de Caleb, des nouvelles perspectives thérapeutiques de Rachel, du club de lecture de Patricia, des sujets familiaux normaux. Aucune mention d'adoption, d'appartenance ou de qui avait le droit d'être à notre table. Quand est venu le temps du partage de la gratitude, Émilie a commencé. Je suis reconnaissante pour ma famille, a-t-elle dit solennellement. Pour maman et papa qui m'aiment toujours, et pour mamie Pat et tante Rachel qui sont venues voir ma pièce et qui sont ici pour le dîner de Thanksgiving. Sa simple déclaration est restée en suspens dans l'air comme un cadeau. Pas de drame, pas de qualification, juste une enfant de 7 ans reconnaissante pour les personnes autour de sa table. Patricia a suivi, sa voix légèrement tremblante. Je suis reconnaissante pour les secondes chances, pour l'opportunité d'être une meilleure grand-mère que je ne l'ai été, et pour Émilie, qui pardonne plus facilement que les adultes ne le méritent. La gratitude de Rachel était plus complexe. Je suis reconnaissante d'apprendre que la famille n'est pas une question de sang ou de perfection. C'est une question d'être présent, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Et je suis reconnaissante que cette famille n'est pas abandonnée quand j'ai oublié comment être présente correctement. Le tour de Caleb a été simple mais puissant. Je suis reconnaissant pour l'amour qui choisit de rester. Pour une femme qui me rend meilleure, pour une fille qui rend chaque jour plus lumineux, et pour une famille qui est prête à grandir et à changer ensemble. Quand ce fut mon tour, j'ai regardé autour de la table ces personnes qui étaient devenues notre famille par choix, par engagement et parfois par une croissance douloureuse. Je suis reconnaissante pour la famille choisie, ai-je dit. Pour les personnes qui voient votre valeur et décident de vous aimer quand même, pour les secondes chances et les conversations difficiles, et pour le courage de protéger ce qui compte le plus. Après le dîner, Émilie a convaincu Rachel de l'aider à construire un fort avec des coussins de canapé pendant que Patricia et moi nettoyions dans la cuisine. Le chaos post-fête normal, le genre de désordre confortable qui se produit lorsque les gens apprécient vraiment d'être ensemble. Merci, a dit Patricia doucement alors que nous chargions le lave-vaisselle. De nous avoir invités, de nous avoir donné une autre chance. Merci de l'avoir prise au sérieux, d'avoir fait le travail pour la mériter. Rachel suit une thérapie depuis ce dîner affreux, travaillant sur sa colère et sa peur de l'abandon. Elle ne veut plus jamais blesser Émilie comme ça. J'espère que c'est vrai. Ça l'est. Elle sait à quel point elle a failli vous perdre tous, et ça lui a assez fait peur pour changer réellement. Nous avons travaillé dans un silence confortable pendant quelques minutes, les sons des rires d'Émilie provenant du salon où elle dirigeait Rachel dans les techniques de construction de forts appropriées. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas, a demandé Patricia. Émilie, je veux dire. Malgré tout ce qui s'est passé. J'ai regardé vers le salon où Émilie expliquait des principes architecturaux complexes à 2 adultes qui prenaient ses instructions très au sérieux. Plus que bien. Elle va être extraordinaire. Parce qu'elle sait qu'elle est aimée. Elle sait qu'elle a sa place ici. Et elle sait que la famille se bat les uns pour les autres quand ça compte. Cette nuit-là, après le départ de Patricia et Rachel à leur hôtel et qu'Émilie se soit endormie, Caleb et moi étions assis dans notre salon, entourés des conséquences confortables d'une réception réussie. Comment penses-tu que ça s'est passé? A-t-il demandé. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Assez bien pour réessayer?
Penses-tu qu'elles ont vraiment changé? J'ai réfléchi à la question en ramassant les fournitures éparpillées du fort d'Emily. Je pense qu'elles essaient de changer, ce qui est plus que ce qu'elles faisaient il y a 6 mois. Et si elles régressent, alors nous gérerons. Mais Emily mérite la chance d'avoir des grands-parents et des tantes qui l'aiment correctement. S'ils peuvent trouver comment faire ça, je veux leur en donner l'opportunité. Caleb m'a tiré sur le canapé à côté de lui. Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui? Quoi? Nous l'avons fait. Nous avons construit quelque chose de réel. Une famille qui peut gérer les conflits et en sortir plus forte. Une famille qui protège ses membres les plus vulnérables. Une famille qui choisit l'amour plutôt que la commodité. Il avait raison. Nous l'avions fait. Pas parfaitement, pas sans lutte. Mais nous avions créé quelque chose qui valait la peine de se battre. Emily était en sécurité, aimée et confiante en sa place dans notre monde. Rachel apprenait à être meilleure. Patricia trouvait des moyens de se montrer de manière appropriée. Et Caleb et moi étions plus unis que jamais, ayant prouvé à nous-mêmes et à tout le monde que notre famille était inébranlable quand cela comptait le plus. Il y a 6 mois, Rachel avait essayé de dire à Emily qu'elle n'avait pas sa place. Ce soir, Emily l'avait remerciée de faire partie de la famille. La transformation n'était pas magique. C'était le travail acharné de personnes engagées à s'aimer mieux les unes les autres. Certaines histoires se terminent par des confrontations dramatiques ou de grands gestes. Celle-ci se termine par ce que la vraie vie offre habituellement, une croissance lente, une reconstruction prudente et la satisfaction tranquille de protéger ce qui compte le plus. Emily a sa place ici. Elle a toujours eu sa place ici. Et maintenant, tout le monde le sait, y compris les personnes qui l'avaient oubliée pendant un certain temps, mais qui ont retrouvé le chemin pour la traiter avec l'amour qu'elle mérite. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus d'histoires vraies sur la famille, l'amour et la lutte pour ce qui compte le plus. Parfois, les victoires les plus puissantes ne sont pas dramatiques.